Bonsoir, bienvenue pour Anthropoto. Avant de commencer au niveau de la régie, est-ce que vous nous entendez bien? Riyad? Oui, est-ce que vous nous entendez bien? Dimitri? Est-ce que vous nous entendez bien? Elodie? Est-ce que vous nous entendez bien? Tout le monde Bon, s'entend. c'est parfait. Bon, on va pouvoir commencer. Donc, pour rappel, Anthropoto, ça se passe comment? Il y a 3 thématiques autour desquelles on va débattre avec nos invités. Avant chaque thématique, il y a un petit questionnaire, voilà, pour briser la glace et tester vos connaissances en tant qu'expert des différents sujets. Mais avant de commencer, donc, j'ai présenté les différentes personnes. Donc, Riyad, qui est fondateur de Mon Ami Poto, du Poto et de mespotos.fr, et nos invités, donc Elodie Frazi, qui est responsable réseau Île-de-France de Tombées du Nid, et Dimitri Rabian, qui est membre du conseil d'administration d'Autour des Williams. Elodie, je vais peut-être t'inviter à te présenter. Oui, alors Elodie Frazi, donc effectivement je suis la responsable du réseau Île-de-France pour l'association Tombées du Nid. Et rapidement, c'est une association qui a créé une application, c'est le premier réseau d'entraide. On a via l'application, c'est des bénévoles qui s'inscrivent et des familles. Et donc les familles postent des demandes d'aide et les bénévoles y répondent via l'application. Donc voilà, nous on fait vraiment la mise en relation entre famille et bénévoles. Et puis accessoirement, je suis aussi la maman d'une petite fille qui a 7 ans et qui est polyhandicapée. Donc je connais un peu le sujet du handicap. Voilà. C'est quoi les demandes de mission des aides, Des aides, il y en a plusieurs. Alors ça peut être sur l'administratif, sur l'aide dans le quotidien. Quand tu dis administratif, c'est remplir les papiers. C'est aider dans les papiers de la MDPH, ouais, tous ces papiers, parce qu'il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de trucs, mais il faut aller bien remplir les bons CERFA au bon moment. C'est ça. Puis chaque démarche en fait demande de l'administratif. Il y a de l'aide dans le quotidien. Donc là, c'est des bénévoles qui vont dans une famille pour jouer avec un enfant ou qui accompagnent une famille à la piscine pour aider le parent. Il y a du partage et astuces, donc ça c'est précieux parce qu'effectivement ça permet de... C'est vraiment voilà, les petits tips, et il y a de l'écoute. Voilà, et puis après il y a aussi 3 autres aides, mais qui sont pour la grossesse quand les familles apprennent le handicap de leur enfant, pour l'adoption, pour aider les familles qui souhaitent adopter les enfants en situation de handicap, parce qu'il y en a, et du coup c'est vrai que c'est des enfants qui ont du mal quand même à trouver des familles, encore plus. Et puis après, pour les familles qui ont des enfants qui ont plus de 20 ans, dans ces cas-là, on est vraiment sur pareil, un peu de tips sur l'emploi, le logement, et puis toutes les questions juridiques, parce que ils deviennent majeurs, et ça pose d'autres problèmes en fait aux familles. Voilà, donc c'est autre chose. Et toi, Dimitri? Alors moi, je vais faire un je suis déjà papa. Papa d'Olivia, qui a 3 ans, qui a atteint du syndrome de Williams. Donc, le syndrome de Williams... Oui, ce que j'allais te demander, c'est quoi qu'est-ce que c'est? Donc, il y a des gènes qui sont envolés, des gènes qui sont perdus sur le chromosome numéro 7, et qui fait tout un tas de conséquences sur l'enfant. Donc, c'est quelques gènes, mais des conséquences qui sont assez importantes. Ça va assez vite en génétique, j'ai l'impression, que je connaissais pas bien. Et en gros, il faut un petit peu moins d'élastine, une chose qu'on a tous dans le corps et qui nous aide à être tonique, qui nous aide à plein de choses. Donc c'est des enfants avec des retards généraux, des retards de croissance, des retards mentaux et pas mal de choses comme ça. C'est assimilé par les gouvernements, par beaucoup de gens à une trisomie 21. Voilà, ça ressemble un petit peu, mais voilà, de loin. C'est quand même très différent, mais les gens connaissent mieux, c'est plus simple. Oui, ça... pour identifier. Williams, c'est 8000 naissances par an. C'est une naissance sur 8000 par an. C'est détectable ou c'est pas détectable? C'est ce qu'on cherche, c'est détectable, mais la plupart du temps, non. On cherche pas forcément, enfin j'imagine on fait pas la batterie, moi j'ai eu des gosses, je vais pas demander à ma femme de faire une batterie d'examen, de savoir si tout, il y a un moment on dit on y va quoi. Oui, les gens font la trisomie 21. Oui, en France on fait que la ça c'est obligatoire, et on fait pas tout parce qu'il y en a tellement que... D'accord. Et en gros la moyenne, les diagnostics c'est autour d'un an, des 1 an de l'enfant, la première année. Il y en a de plus en plus pendant la grossesse. Parce qu'on voit des retards de croissance, donc on essaye de creuser un peu pourquoi. D'accord. Mais nous, on est passé à côté, on l'a su, Olivia avait 11 mois. D'accord. Donc voilà, fort de tout ça. Ouais, vas-y, non, j'allais dire Autour des Williams, ils font quoi en fait? Ton association, elle fait quoi exactement? Nous, la première chose, lors de l'annonce du diagnostic, on vous présente les associations. Donc Autour de Williams, c'était l'une d'entre elles. Et le but de Autour de Williams, c'est de fédérer les gens
les parents la plupart du temps, parents, grands-parents, amis de personnes qui sont atteintes du syndrome, et de leur donner des titres. Moi j'aime bien ce mot parce que c'est un peu ce qu'on fait. Les aider à faire les papiers, ce genre de choses. Donc rencontrer des parents, moi ça m'a beaucoup aidé par exemple de parler à d'autres parents qui ont des enfants qui sont plus vieux que ma petite fille, des adultes. Ça démystifie un peu. Ouais, et puis on en rencontre aussi, on en voit d'autres, on les voit plus vieux, donc ça fait un peu, ça dépend, soit ça fait paniquer, soit ça fait redescendre. Ça dépend de... C'est intéressant. En fait, d'où vous en êtes dans votre chemin. D'ailleurs, nous, on les conseille pas. Si t'es au tout début, peut-être t'en vois plein, tu dis, voilà, mon Dieu, et puis après, quand tu dis, mais attends, on est pareil. C'est pas mal d'attendre peut-être une petite année après le diagnostic pour en rencontrer un petit peu. Il peut y avoir des degrés, comme dans tout handicap. Mais en fait, comme tout le monde, ils sont tous différents. Comme nous, on l'est tous, on a tous les mêmes gènes, pourtant on est complètement différents. C'est pareil, il y en a qui vont être très affectés sur certains côtés, d'autres moins. Et donc, ça donne espoir aussi. Parce qu'on se dit, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, donc ça c'est pas mal. Si la vie aussi, on découvre, ça c'est super. Donc c'est aussi vrai. Et donc l'idée c'est ça, c'est que les gens se rencontrent, les fédérer, et ça c'est une des principales choses qu'on fait. Et l'autre chose c'est financer la recherche. Ça c'est quelque chose qui est vraiment l'ADN de l'association, c'est de trouver des gens qui cherchent sur le syndrome de Williams, ou sur des choses qui peuvent apporter des choses, et essayer de financer ça, parce que l'argent c'est le... Qui cherche en France ? Je voudrais juste savoir, quand on dit financer la recherche, on finance qui en fait quand on dit ça ? Des professeurs dans des facultés, dans des hôpitaux, des doctorants, c'est des thèses. Et c'est juste pour qu'ils aillent bosser dessus quoi ? C'est juste pour qu'ils bossent dessus, financer des thèses aussi, donc payer le thésard qui va bosser pendant 3 ans, le technicien qui va aider à faire des choses. Parce que les labos pharmaceutiques ont des puissances, c'est pas assez intéressant, c'est quoi ? C'est pas assez rentable comme pour... Je pense qu'on n'est pas assez nombreux pour que ça vaille le coup. Faut se dire franchement, c'est pour ça que je me dis pourquoi c'est un thésard qui bosse alors que t'as des labos qui arrivent à te faire des vaccins en 3 mois. Mais le Covid, on était tous touchés, donc effectivement, sur le marché en moins de 2 ans, les syndromes, les polyhandicaps, ça touche moins de gens, donc c'est moins rentable. Il y a une logique derrière, financière. Oui, mais c'est le monde d'aujourd'hui. Tristement financière. Oui, mais après ça vaut pour des cancers, enfin ils pourraient aussi... Voilà, c'est vrai qu'on se dit que pour le Covid, ils ont trouvé un record. Ils pourraient trouver... Donc, du coup, je vous propose de passer au premier sujet, qui va être l'éducation des enfants en situation de handicap. Et avant de commencer, donc, une question avec 3 réponses. Selon vous, quel pourcentage estimé de la population mondiale qui vit avec un handicap visible ou invisible ? C'est 5%, 10% ou 15%? Visible ou invisible ? Ouais. Je dirais 15. Ouais, je crois que c'est 15. Oui, c'est ça. J'aurais même dit plus. Mais... c'est 15% d'après l'OMS. Laisse tomber, on connaît notre sujet. Plus super vieux, moi. C'est la première question. Je suis d'accord avec toi. Fais doucement. Et du coup, la deuxième, un peu plus compliquée. Selon vous, quel pourcentage d'enfants en situation de handicap sont scolarisés en milieu dit ordinaire ? C'est-à-dire sans adaptation autour. Je pense que ça va dépendre de l'âge de l'enfant. C'est 30, 50 ou 70%. En milieu ordinaire ? Ouais, c'est quel pourcentage d'enfants qui vont dans des écoles ordinaires malgré leur... En fait, on met plus de temps à comprendre de la question qu'à y répondre. J'essaie de poser... Je pense que ça dépend de l'âge quand même de l'enfant, mais si on prend moi je dirais 30. Alors c'est 70%. J'allais dire 50, moi. 70%. C'était quand même pas 70. 70% des enfants handicapés ont accès à... Mais c'est adapté l'école, du coup ? Non. C'est la question. Milieu ordinaire. Oui, parce que du coup, je veux bien... Il y a 70% qui sont, entre guillemets, pas accompagnés comme il faut, comme il faudrait. Et c'est une stat d'éducation nationale. Ok. Donc, du coup, maintenant, on va passer au premier sujet. Et donc, je vais vous poser la première question. C'est toujours sur le thème de l'école. Donc, comment les écoles aujourd'hui, selon vous, elles peuvent se préparer à accueillir des enfants en situation de handicap ? Les écoles ? Ouais. Les écoles en général ? Ouais. Il y a plein de choses à faire. Déjà, il y a plein de choses qui existent. Ouais. Il y a des classes Ulysse, unités... Faut que tu m'aides. En fait, on dit une liste tous les jours. Il y en a trop dans le... voilà, c'est des classes. Déjà, vous en pensez quoi, vous, de l'accueil du handicap ? Parce que vous l'avez vécu dans les écoles aujourd'hui. Votre cas personnel. Alors, mon cas personnel, moi je commence... Je t'en prie. Elle est toute petite, c'est sa première année, petite section. Donc on a fait les dossiers en mois de mars, donc ça vous demande toujours d'être très très proactif. Le handicap, oui. Il faudrait savoir dans 2 ans ce que votre enfant a besoin, parce que liste d'attente, en gros, que ça soit l'orthophoniste ou l'école, c'est 2 ans. D'accord. Donc ça c'est difficile pour un enfant qui a 3 ans de penser dans 2 ans où elle en sera.
Donc on fait les dossiers au mois de mars pour avoir une aide pour qu'elle puisse être aidée à l'école, donc ce qu'on appelle une AESH. Okay. Donc c'est les personnes qui aident les enfants en situation de handicap à l'école, donc elle va être là pour aider à maintenir son attention, à écrire peut-être à sa place si elle n'y arrive pas, ou l'aider à se concentrer, enfin voilà, faire en sorte qu'elle bénéficie au maximum des apprentissages que lui apporte l'école. Alors question sur les AESH, comment ils vous sont affectés en fait, ces personnes qui vont accompagner? Alors il faut déjà avoir une notification de la MDPH, donc la Maison départementale des handicapés. Ouais, je comprends pourquoi il faut du support administratif. Déjà, là, il m'a sorti 8 acronymes depuis le début. Elle n'est pas encore à l'école. J'essaie de traduire. Elle n'est pas encore à l'école. C'est intéressant ce que tu dis. Quand vous posez la question aux parents dans les tables rondes, qu'est-ce qui est le plus difficile quand vous êtes parent d'un enfant handicapé? 80% ils vont vous dire c'est administratif. Je comprends rien, la MDPH, les trucs, les machins. C'est plus que le handicap en lui-même. Donc ça, c'est quand même rajouter de la difficulté. Là, on n'en a pas besoin. Mais c'est parce qu'on n'est pas adapté. Peut-être tout simplement, c'est parce que c'est récent. Déjà, on voit les Jeux paralympiques, c'est la première fois qu'on en entend parler. On commence à voir du handicap à la télé. C'est aussi que c'est très lourd, en fait, parce qu'en plus, un enfant, comme il évolue quand même rapidement, des dossiers auprès de la MDPH, je pense que jusqu'à leurs 15 ans, on doit en faire peut-être tous les 2 ans. Donc, ça revient beaucoup, on a beaucoup de choses à faire. Enfin, Puis c'est 6 mois de travail tous les 2 ans. C'est très long. Il y a 6 mois de travail pour fournir le dossier? Ouais, c'est long. La première fois, c'est très long, et après, c'est surtout les temps d'attente. Oui, en fait, on fait un dossier, mais en moyenne, la MDPH aujourd'hui, mais en Ile-de-France, je parle, mais 8-9 mois pour répondre. Donc là où Dimitri parle d'anticipation, c'est que c'est vrai que si c'est des familles qui s'y prennent au mois de juin pour une rentrée en septembre, le temps qu'ils fassent le dossier auprès de la MDPH, qu'ils aient la notification d'une AESH et qu'après une AESH soit recrutée, finalement l'enfant ne pourra pas être scolarisé. Et donc il se passe quoi pour cette famille qui n'a pas été suffisamment précautionnée? Alors, moi par exemple j'ai été précautionné, on a commencé en mars, donc le plus tôt possible, on a fait tous les dossiers et j'ai toujours pas la notification. Parce que ça fait pas tout à fait 8 mois, donc on espère le mois prochain. En attendant, on se débrouille. Parce qu'elle n'a pas le droit à son AESH, parce qu'elle n'a pas de notification. Et puis même quand elle l'aura, il faut le temps de recrutement. Ça, je pense qu'on va en parler de ça, de comment recruter des AESH. Et là, c'est le bon vouloir un petit peu de l'école. C'est nous qui travaillons en amont comme des fous pour préparer l'enfant, qu'elle soit le plus autonome possible. Parce que Olivia le peut, mais il y en a qui ne peuvent pas du tout. Mais moi, je considère qu'une année à l'école pour un enfant handicapé sans AESH, c'est une année qui est quasiment perdue, quoi. Elle ne pourra pas, dans le meilleur des cas, ça sera une garderie. Mais l'apprentissage ne sera pas aussi bon. Alors après, il faut savoir que la MDPH donne un nombre d'heures, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un temps plein. Moi, je ne suis pas concernée, mais comme je rencontre toutes les familles via l'application, j'ai des familles qui ont la notification MDPH, mais la MDPH leur octroie, par exemple, 10 heures d'AESH d'aide donc, dans la semaine. Les écoles, si c'est des cas un petit peu complexes, les écoles et les maîtresses refusent du coup d'avoir l'enfant s'il n'a pas de AESH. Donc c'est des enfants qui sont scolarisés 10 heures, parfois même 4 heures, 5 heures dans la semaine. Et donc, vous imaginez bien, du coup, c'est des parents... c'est des enfants qui sont pas scolarisés. C'est des parents qui, du coup, peuvent pas bosser. Donc ça amène vraiment à d'autres problèmes, mais c'est très très fréquent. Moi en tout cas dans toute la communauté de parents que j'ai et qui ont leur enfant qui est à l'école, c'est quand même très rare que ça se passe bien avec une AESH à temps plein. Dès le début. Dès le début, et c'est à renouveler chaque année parce que les AESH elles peuvent être affectées à d'autres, elles peuvent partir, arrêter. Donc en fait c'est tous les ans un vrai parcours du combattant pour avoir une AESH. À temps plein, en tout cas. Vous avez une épée de Damoclès en fait tout le temps, entre guillemets, quoi. Pour ces parents-là, oui, très clairement. Oui, c'est ça. Oui. Pas évident. Et du coup, les associations, comment elles vous aident dans toutes ces démarches? Comment elles vous conseillent? Vous, qu'est-ce que vous faites justement, par exemple, sur le recrutement des AESH? Je peux en parler, Dimitri. Est-ce que les associations vous accompagnent justement pour faire le bon recrutement, trouver la bonne personnalité? Alors, le recrutement, c'est plutôt l'État qui le fait. C'est l'État qui le fait, il te l'a fait. C'est l'État qui le fait. Je pense que tu n'as juste pas le choix. Tu ne vas pas dire finalement, ne dis pas trop celle-là d'une autre. Nous, dans l'association, par exemple, on a des bénévoles qui peuvent aider sur les dossiers administratifs. Donc, typiquement, ça fait partie parfois des bénévoles qui peuvent essayer on peut faire des recours auprès de la MDPH. Et
la MDPH, c'est une instance comme toutes les autres. Hein. Si vous les appelez tous les jours et que vous les harcelez, à un moment donné, ils vont se dire bon, je vais traiter son dossier parce qu'elle me fatigue. Voilà. Enfin, c'est dommage d'être obligé d'utiliser ça. Oui, c'est ça. Mais bon, des bénévoles peuvent aider à ça. Et moi, j'ai aussi des bénévoles qui, sur un temps court, parce qu'on n'est pas là pour remplacer, faire à la place de l'État ce qu'il devrait faire. Mais moi, j'ai des bénévoles qui vont à l'école et qui font le rôle d'AESH. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que les bénévoles ont le droit ? Enfin, est-ce que c'est autorisé ou pas ? Ou est-ce qu'il faut une certaine... C'est assez compliqué parce que, nous, déjà, nos bénévoles, en général, ils ne peuvent pas rester seuls avec un enfant parce qu'il y a une question de responsabilité. Mais là, la responsabilité est sous l'école, la maîtresse. On va dire. Il y a des écoles, en général, les écoles publiques n'aiment pas trop. Ouais. Là où ça marche bien, c'est les écoles privées où, au contraire, elles trouvent ça formidable. Tant qu'il y a une chaîne humaine autour de l'enfant et qui aide l'enfant, et ben, dans ces cas-là, eux, c'est tout ce qui leur importe, en fait. C'est que l'enfant soit scolarisé, que l'enfant soit bien, que la maîtresse puisse faire son job sans être interrompu, sans être perturbé, être obligé de gérer uniquement ce qu'elle a, ce que je comprends aussi. Exactement. Donc oui, ça arrive. Après, effectivement, c'est un engagement. Mais c'est un truc on ne peut pas s'engager auprès d'une famille sur une année si le bénévole ne vient pas. Donc l'idée, c'est pas de pallier le rôle des AESH, c'est vraiment peut-être les 2 mois de rentrée, le temps que tout se mette en place. Peut-être d'absorber les charges ou les délais, un peu, le temps de, quoi. Une forme d'intérim, quoi. Pour faire une forme d'intérim. Du coup, vous n'avez pas d'AESH encore ? Non. Non. Et donc, elle va à l'école, là, pour Ouais, elle va à l'école, oui. Il y a eu le problème des couches, parce qu'elle est un petit peu en retard, notamment sur la propreté. Hein. Ah oui. Donc l'école elle sanctionne là-dessus ou pas ? À l'école, elle a été embêtée parce qu'elle n'est pas censée changer les couches, tout ça. Ils n'ont pas le droit de toucher les enfants. Enfin, il y a plein de bonnes raisons. C'est du soin, c'est conseillé comme c'est du soin, tout ça. Donc là, le personnel de la mairie a bien voulu faire le taf en attendant d'avoir la notification, mais je pense qu'ils auraient pu nous refuser la petite. Vous vous sentez aidé, j'ai l'impression quand même, malgré tout ? Là, ça se passe bien. En fait, moi, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ont envie de bien faire. J'ai envie d'aider en tout cas. Ouais, quand on est dans les administrations. Je vous entends là. Moi, je leur en veux même pas aux personnes de la MDPH qui nous répondent pas parce que je sais qu'ils ont 1000 dossiers, qu'ils sont 3 probablement. Ouais. La maîtresse, elle a les moyens qu'elle a et franchement, elle fait tout ce qu'elle peut pour accueillir notre petite. Moi, j'ai très très peu de mauvais exemples, mais elle est très jeune encore. J'ai le temps d'en avoir. Alors moi personnellement, ma fille étant polyhandicapée, la question de l'école ne s'est jamais posée. Donc elle est dans un EAP, donc dans un établissement pour enfants polyhandicapés. Mais en tout cas, des retours que j'ai, non. J'ai vraiment des familles qui se sentent... Excuse-moi, juste, je vais te demander, polyhandicapé, ça veut dire quoi exactement ? Polyhandicapée, c'est multi-handicap, c'est-à-dire qu'elle est physique, moteur et mentale. Donc elle a une déficience mentale, elle ne marche pas, elle ne parle pas, elle n'est pas propre. Elle se débrouille, elle a un peu de motricité, mais elle est en fauteuil roulant et elle est déficiente mentale. Qu'il faut spécialiser. C'est des établissements pour le polyhandicap. Voilà, pour des enfants qui vraiment... il y a aussi des IME. En fait, là, on en sort du milieu ordinaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans le milieu ordinaire, ils sont dans le paramédical. Et de toute façon, l'école ordinaire... L'école ordinaire n'est pas du tout adaptée. Ouais, elle n'est pas du tout adaptée, c'est super simple. Voilà. Alors vous, il y a des frontières, quoi. On voit bien qu'il ça peut marcher, quoi. Et moi, je m'aperçois, une fois de plus, avec le recul de toutes les familles que je reçois, que c'est presque plus difficile, en fait. Parce que quand on est... effectivement, on se combat tout le temps. Moi, c'est vrai que ça a été dur de trouver un établissement et puis de se dire... Ma fille, de toute façon, n'ira jamais à l'école. Et voilà, donc il y a un petit deuil à faire. Mais une fois qu'elle y est, moi, elle y est jusqu'à ses 20 ans. Hein. Donc, voilà, j'ai plus rien à... Enfin, j'ai d'autres choses à faire. Mais ça, là-dessus, j'ai plus... Ça, c'est géré, on va dire. C'est en main. Quand je reçois des familles, effectivement, puis après, il y a l'entrée... finalement, les classes Ulysse, l'entrée au collège, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, finalement, je m'aperçois que le parcours de ces familles qui ont un enfant qui est scolarisé en milieu ordinaire est très, très lourd et complexe. Désolée, elle vient de rentrer. Je veux pas te... Non, mais donc non, ça se passe pas bien pour tout le monde. Effectivement, j'ai vraiment des parents qui sont, qui ont leur enfant qui va à l'école 2 heures par jour, ils sont au bord du gouffre, quoi, parce que puis l'enfant il progresse pas, l'enfant il se sociabilise pas, l'enfant. C'est terrifiant pour l'enfant lui-même, en fait. Donc après, il y en a qui ont des phobies scolaires. Enfin bon, ça peut aller vraiment loin. Hein. Beaucoup de problèmes de harcèlement aussi. Ouais, c'est la question que j'avais posée. Comment ça se passe les interactions justement avec les autres élèves? Surtout si
les vois pas beaucoup parce que si tu le vois tous les jours, t'as pas de problème. Il n'y a aucun problème, t'as bien ton pote. Moi, je vois ma fille, elle a un copain qui est autiste, qui a une AVH, qui est effectivement, il est un peu différent, il pense hors du cadre. Et on le voit, il est socialisé complètement dans toute sa classe, tout le monde en parle, et pourtant il a quelqu'un, donc ça fait partie du. Mais si tu le vois 1 heure par semaine ou 2 heures, c'est sûr que ça tendance. Il fait pas partie du groupe. Non. Il fait pas partie du groupe. Et puis plus il y en aura, plus ça sera naturel pour tout le monde d'avoir des personnes avec un handicap dans son entourage. Comme on a des petits, des grands. Ouais, c'est ça. Vous trouvez que le regard de la société il a changé là-dessus, sur le handicap? Enfin, c'est difficile de dire parce qu'on le vit maintenant. Nos enfants sont petits, 3 ans, 7 ans, mais moi, le nombre de fois où on m'arrête dans la rue en me demandant pourquoi ma fille, si elle n'est pas feignante, pourquoi elle ne marche pas. Voilà, ou des. Non, ça, c'est le plus dur, je crois, au tout début. Franchement, c'est difficile. c'est terrible. Parce que déjà, surtout quand ils sont très jeunes, on n'a pas forcément envie de le dire à tout le monde quand on est en début. Puis quand on vous dit dans la rue, bah alors, elle marche pas encore, à 2 ans, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est feignante, alors qu'elle fait, je sais pas, 3 heures de kiné par semaine, que la petite, on sent qu'elle est courageuse, quoi. C'est vraiment. Elle vit sous une autre gravité, cette petite. Enfin, ces enfants vivent dans une gravité qui est la même planète, mais avec une gravité qui est bien plus forte. Et donc là, quand on vous dit dans la rue, bah, elle est feignasse, elle marche pas, vous dites. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de répit? Juste me foutre la paix. Une petite bulle d'oxygène de répit, s'il vous plaît. Dimitri, tu parlais du harcèlement. Bon, je pense que sur les enfants en bas âge, la problématique se pose pas forcément. Ça arrive bien plus tard. Au niveau du collège. Et ça, vous, quand vous accompagnez les familles qui sont victimes de ça, qui ont des enfants qui rentrent au collège et qui sont, entre guillemets, pointés du doigt parce qu'ils sont handicapés et qui le vivent mal en plus et se sentent désocialisés, comment vous les accompagnez par rapport à ça? Bah, déjà, il y a des retours d'expérience des familles qui ont vécu ça. Ouais, vous partagez déjà. Puis, c'est ça. Ça fait du bien de savoir que t'es pas seul. Il y a quand même des procédures pour lutter contre ça, de plus en plus d'ailleurs, sur le harcèlement. C'est bien traité maintenant, enfin c'est mieux traité maintenant. Et puis du soutien, tout simplement. Oui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Pas grand-chose à faire, C'est comme ça. Et les enfants, par exemple, dans vos associations, des enfants handicapés peuvent rencontrer d'autres enfants handicapés pour partager justement ce qu'ils vivent? Ah bah chez nous, c'est une famille. Les Williams, c'est une famille, ils sont contents de se retrouver. T'as les parents, t'as les enfants. Une fois par an, on fait un grand week-end, on est 3 jours tous ensemble, alors les gamins se connaissent, ils gardent contact, puis c'est super de les voir entre eux. Et les petits frères aussi, les grands frères, les petits frères qui deviennent grands, qui s'en occupent. Enfin, vraiment, c'est une famille. Vraiment. Ouais, nous, du coup, dans l'application, comme on est tout type de handicap, il n'y a vraiment pas de... Voilà, c'est différent. Eux, ils sont autour d'un syndrome. Nous, comme on est tout type de handicap, on a ce qu'on appelle le nid. Effectivement, c'est un endroit où les parents peuvent échanger, c'est de se rencontrer. Par région, on fait ça, par région. Pareil, pour des tips, parce que moi, c'est vrai que je m'aperçois que je peux donner des conseils, par exemple, sur le handicap, sur l'autisme, je suis beaucoup moins... Je sais moins de choses. Donc, c'est vrai que c'est... entre parents, et c'est pour ça que c'est bien quand il y a un syndrome qui est déterminé, ça permet, et que je pense que les familles vont vite du coup dans une association ou créer une association sur le syndrome de leur enfant parce que c'est rassurant, parce qu'on peut échanger avec ses pairs et avec des gens qui connaissent le sujet. Après, il y a beaucoup de handicaps, on ne sait pas ce que l'enfant a. Moi, par exemple, ma fille, on fait plein, tous les 2 ans, on fait des analyses génétiques, on ne sait pas ce qu'elle a et peut-être que je ne le saurai jamais en fait. Donc, c'est pas grave, on fait comme ça, mais on est nombreux. Donc c'est vrai qu'on échange plutôt sur type de handicap. Il y a les grosses familles, le polyhandicap, l'autisme. Voilà, en tout cas, ça marche, surtout quand on n'a pas défini de syndrome ou de... Les grosses assos qui gèrent le handicap, pour ne pas les nommer, elles interviennent auprès de vous, elles vous aident, elles vous soutiennent, elles vous donnent des moyens, je ne sais pas, où vous n'avez aucune interaction et chacun est dans son précaré. Non, moi je voudrais pas faire de boulettes parce que tout ça c'est plutôt ma directrice qui le gère. Alors je voudrais pas vous dire non. Est-ce qu'elles sont présentes? Est-ce qu'elles sont énormément moi je sais présentes? qu'il se passe des choses avec l'UNAPI notamment. Oui, avec l'UNAPI il se passe des choses comme ça. Oui, si, il y a quand même un peu de lien. Je pense que c'est en train de germer, justement, cette idée. Ça circule pas, quoi. J'ai l'impression que... Je pense que c'est en train de germer. Il y a besoin de monter une association pour commencer à se sentir écouté, commencer à prendre un peu d'ampleur et commencer à voir c'est quand même... Et qu'il faut qu'on se regroupe et qu'il faut que, qu'on soit plus visible et que
tous ensemble, on sera... oui, parce que vous gériez le handicap au sens large, quoi, et pas uniquement la frange du handicap qui vous concerne. Puis on voit que c'est primordial. Là, je pense qu'il n'y aurait pas eu les associations, on n'aurait pas eu le ministre du handicap comme ça. Aussi vite. Oui, ça c'est une certitude. Parce qu'ils ont quand même réussi à l'oublier, et les associations... tout de suite intervenus, se sont dit mais qu'est-ce qui se passe, qui sera notre interlocuteur, et puis ils vont nommer quelqu'un. Bon, c'est triste. Fait. Hein. C'est fait. Ouais. Alors j'ai oublié son prénom, mais c'était fait à 15h. Ça y est. J'ai oublié, on me l'a dit, machin. Je crois le code, donc je pense que notre rôle, c'est primordial, de se faire entendre, de... Oui, bien sûr. Ouais. Mais pas de vous diviser. Non. Il faut vous regrouper. Vous avez tout intérêt à vous. Oui, mais parce qu'assez naturellement, on est frappé par une cause, c'est normal. On dit que nous, on va le faire mieux que l'autre d'à côté ou mieux que machin, etc. Oui, puis les handicaps sont tellement, comme tu disais, sont tellement différents que même nous, alors qu'ils ont tous le même syndrome, on voit quand même, il y a quand même plusieurs filières et plusieurs choses. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même nécessaire d'avoir une asso qui est le plus proche du handicap de son enfant pour avoir les meilleurs retours possibles, en fait. Ouais, t'as besoin d'être rassuré. Ça vient de là. Et après, toutes les assos bossent ensemble, ça, c'est des choses qui vont germer, je pense. Et au niveau de l'éducation, est-ce que, par exemple, aussi, vous avez des outils, entre guillemets, numériques, digitaux, justement pour avoir accès à de la connaissance? Est-ce qu'il y a des choses qui se font aujourd'hui? Par exemple, un enfant qui ne peut pas aller à l'école parce qu'il n'a pas encore d'AESH. Exactement, est-ce qu'il y a des applications? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait sur l'école à la maison? Est-ce que c'est jouable ou pas? Non, ça enlève la socialisation peut-être. Oui. Non, mais ça existe, il y a des parents qui le font. Après, je pense que c'est un peu comme le CNED. Après, en parlant d'outils, c'est surtout plutôt les écoles qui mettent à disposition de certains enfants des outils. Je sais qu'il y a des tablettes, où il y a quand même des outils numériques. Et c'est pareil, je crois que c'est la MDPH qui octroie ces aides-là. Donc, oui, il y a quand même... Après, une fois à l'école, dans l'inclusion, il y a quand même des choses qui sont faites pour que l'enfant puisse... Mais pas forcément adapté au handicap. Ça, c'est vrai pour tous les enfants, où tu peux avoir les supports de cours qui sont accessibles en ligne. Un peu plus, par exemple. Nous, je sais qu'ils ont du mal à écrire. Tenir le stylo, c'est un peu compliqué. Du coup, taper sur un ordinateur, c'est parfait. Il y en a qui ont des ordinateurs. Et voilà, donc leur fournir... Nous, je sais qu'en ce moment, on distribue des ordinateurs que des entreprises nous donnent, qu'on redonne aux familles. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un ordinateur portable à son enfant. C'est pas simple. Et des choses comme ça. Puis après, je pense que la techno, elle va évoluer pour les aider. Moi, je crois beaucoup. C'est à la mode en ce moment, mais à l'IA. Même, j'ai vu chez Poto, il y a une IA. Nous, on est avant IA, mais moi, je me dis qu'un jour, peut-être ma fille, elle sera devant une situation qu'elle ne saura pas gérer. Bon, alors comment je fais là? Et puis la machine lui répondra et l'aidera. Moi, je rêve de ça. Bien sûr. Moi, je rêve de ça. Bien sûr, c'est pour ça. Donc, la techno, de toute façon, elle est là pour nous assister. Elle est là pour nous assister. T'as une paire de lunettes déjà, tu vois. C'est pour voir mieux, quoi. C'est déjà bien. On est en ligne, c'est déjà pourquoi te toucher un peu plus. C'est exactement la même chose. Donc, on se handicapé ou pas, moi j'y crois beaucoup. Tout ce que tu disais, Elodie, en fait, c'est que même, par exemple, sur l'outillage numérique pour l'éducation, ça passe aussi par la MDPH. Je veux dire que si la MDPH n'a pas validé cette partie-là sur le numérique et n'a pas validé l'AESH, je veux dire que l'enfant, il peut se retrouver, entre guillemets, en stand-by un certain temps. Donc, c'est un peu votre plus grande difficulté. Alors, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est pas l'école qui, du coup... En fait, dès qu'on doit investir dans du matériel pour nos enfants, effectivement, il faut faire des dossiers auprès de la MDPH pour être financé, pour avoir... Donc, et il faut toujours le faire en amont. Il ne faut pas acheter du matériel et après on est remboursé. Donc, ça vaut pour des... moi, par exemple, là, je suis en plein de dossiers pour des fauteuils roulants. Les fauteuils roulants, on doit faire un dossier auprès de la MDPH pour dire « Attention, je vais acheter un fauteuil roulant. Est-ce que vous voulez bien me rembourser ?» Donc, il faut des devis. Donc, j'imagine que pour l'école, ce n'est pas l'éducation nationale qui fournit aux enfants en situation de handicap des ordinateurs et autres. Ça coûte cher, le handicap, financièrement, pour vous? Oui. C'est quoi qui coûte cher? Qu'est-ce qui coûte cher? Alors, déjà, il y a la charge mentale, ça certes, mais financièrement, en euros, si on regarde juste ce qui peut coûter cher, comptable. c'est si on passe en libéral pour tous les rendez-vous médicaux qu'ont nos enfants, des kinés, des ergothérapeutes, des psychomotriciennes, des orthophonistes. Tout n'est pas pris en charge? Alors,
si on est pris en charge, par exemple, par un CAMS, en fait, les CAMS, ils prennent les enfants de 0 à 6 ans, et puis... Tu peux nous dire ce que ça veut dire, CAMS, peut-être? C'est bon, on a imité l'acronyme, là. C'est la soirée. On mettra un petit truc en dessous, là. C'est les acronymes, là. Tu mettras un synthé, là. Ils m'ont fait mettre mon téléphone en mode avion, alors je suis... En fait, ils prennent en charge les enfants de 0 à 6 ans, il y a un neuropédiatre, et puis après, ils décident du parcours un peu de l'enfant, des aides qu'ils vont apporter. Donc, voilà. Donc, si on passe uniquement par le CAMS, c'est entièrement gratuit, on ne paye rien. Sauf que bien souvent, il manque de professionnels paramédicaux dans tous ces établissements-là. Et puis, t'en as marre d'attendre, quoi. Enfin, si t'as les moyens, je pense que tu payes, quoi. Donc, en fait, il y a beaucoup de parents qui vont en libéral. Et puis, après 6 ans, une fois qu'il y a... Alors, s'il y a d'autres structures, mais bon, c'est toujours un peu léger, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui continuent tous ces... je sais pas, l'orthophoniste, la kiné... Moi, je fais tout dans le libéral. Voilà. Tout dans le libéral. Parce que le camp, nous, on est accepté au camp. Ouais. Mais ils n'ont pas d'orthophoniste, ils n'ont plus de kiné, ils n'ont plus d'ergo, enfin, ils n'ont plus de professionnels. Puis quand ils en ont, ils ont tellement d'enfants que elle a 8 heures dans sa journée, ou 10, j'en sais rien. Mais... Donc libéral, alors moi j'ai une mutuelle, ça prend quand même pas mal. Moi, je dirais que le plus gros coût, c'est plutôt si l'un ou deux doit arrêter de travailler un jour. C'est ce que j'allais dire. Hormis ça, déjà le coût de base, plus le fait qu'il y a un parent qui va sacrifier sûrement son évolution professionnelle. J'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y a bien au moins 70-80% d'un des deux qui soit réduit son temps de travail, soit arrête de travailler quand il y a un enfant en situation de handicap. Parce que quand il y a 4 rendez-vous par semaine à gérer... plus des défauts d'AESH, plus les vacances. C'est impossible de faire. Donc là, tu perds 30 à 40% du revenu du foyer, quoi. Mais ça, c'est le ticket d'entrée. D'accord. Ma femme est passée au 4-5e, parce qu'on a fait un calcul, tout ça, mais c'est elle qui a pris sur elle. D'ailleurs, c'est souvent les femmes qui prennent sur elle. Quasiment. Il faut quand même le dire. Je la salue d'ailleurs, parce que elle est incroyable. Merci chérie. J'arrive après. On a une question sur le chat de quelqu'un qui nous regarde, qui demande si vous avez des formations, vous, en tant que parent, spécifiques. Si vous vous êtes formé justement avec les associations. Oui, les assos proposent des choses. Par exemple, nous on a fait le langage des signes. Okay. Parce que les enfants avec des retards, ils ont du mal à parler verbaliser. Et donc on rentre en communication avec eux avec le langage des signes. Des trucs vraiment très simples, le Macathon. Voilà. Et donc nous on a fait des formations Macathon. Ma femme avec une asso. Le Macathon, c'est un dérivé de la langue des signes, parce que du coup on fait pas par lettres, c'est vraiment on associe un mot, un signe à un pictogramme en fonction du handicap. Et donc, par exemple, maison, c'est ça. Donc, en général, maintenant, tous les professionnels de santé disent maison, tu vas à la maison. Puis en même temps, pour l'enfant qui ne fait pas le signe, mais il y a le petit picto maison. Donc, voilà, c'est vraiment des méthodes de communication simplifiées pour que ces enfants puissent au moins exprimer leurs besoins. C'est un langage des signes simplifié. Voilà. Très adapté aux enfants. Très adapté aux enfants. D'ailleurs, maintenant, ils le mettent en place dans les crèches, même pour les enfants ordinaires. Parce qu'en fait, un enfant qui n'a pas la parole, c'est gâteau, manger, bobo. Enfin voilà, c'est vraiment des mots très simples, mais du coup, qui leur permet en tout cas de s'exprimer un minimum et de se faire comprendre de leurs parents. Ouais, et demander de l'aide aussi. Nous, avant qu'on mette ça en place, ma fille, elle demandait jamais rien. Elle avait jamais besoin de rien, jamais faim, jamais froid. C'était ton premier enfant ? Non, le deuxième. D'accord. Le deuxième, ouais. C'est un autre voyage. Et quand on a commencé à mettre ça en place, elle a demandé de l'aide, elle a demandé plein de choses. Et puis du coup, moi, je suis rentré en communication avec elle. Donc c'est vraiment... Et ça, c'est grâce à Autour des Williams ? C'est Autour des Williams qui a dépensé ? Ouais, ils proposaient des formations, Okay. C'est pas eux qui la donnaient, mais c'est des partenariats. Et moi, j'ai fait ça aussi avec l'orthophoniste de ma fille qui prend sur son temps pour former un peu les parents. Et du coup, ça nous fait une parfaite transition pour le deuxième sujet, qui va être le rôle des associations, justement, dans le soutien aux familles et aux enfants. Du coup, je vais vous poser une première question. Donc, petit quiz. J'essaie de réduire la question. Vas-y, ça va nous manquer après. Quel pourcentage de familles déclarent que l'aide d'une association a significativement amélioré leur qualité de vie et celle de leur enfant ?
100%. C'est... vas-y. Je suis pas sûre. Il y a des goujats. 40% petit A, 60% ou 80 80. Ouais, 80. Ouais, c'est 80. Ouais, c'est ça. Donc il y a 20% de mauvaises associations. Ouais, ça doit être ça, ouais. Là, c'est possible, hein. Non, mais si t'as été mal reçu, mal machin, c'est terminé. À mon avis, sur un événement, si on n'a pas eu l'écoute je crois pas que t'as envie d'y revenir de sitôt. C'est déjà un bon retour d'expérience. Ça veut dire que l'association de performance, c'est 80%. répond bien et présente. Hein. Et donc, du coup, là, sur ce sujet-là, sur le rôle des associations, vous, avec ton bédonnier autour de Williams, c'est quoi, entre guillemets, votre force numéro 1 pour accueillir les familles et les enfants? Alors peut-être toi, Élodie, c'est l'application le cœur du nid qui permet des interactions, ou c'est autre chose? L'application est un outil et reste un outil parce que vraiment derrière il y a de l'humain. l'humain. Sinon c'est qu'un outil. Parce que non, je pense que justement c'est la relation humaine qui se crée. Déjà par moi, parce que moi je reçois donc toutes les familles qui s'inscrivent, je les reçois en visio, je les écoute, j'essaye de comprendre aussi leurs besoins pour essayer de leur simplifier pour qu'après quand elles se retrouvent face à l'application, elles sachent quoi demander, et comment faire. Et puis après, oui, il y a la rencontre avec les bénévoles et il y a des histoires magnifiques qui se passent. Moi, j'ai des bénévoles qui, depuis 2 ans, vont toutes les semaines dans la même famille et en fait, ils font partie de la famille. Donc, il y a des... Je dis même souvent, il y a des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer, se croiser, des univers tellement opposés qui finalement... on est tous égaux devant ça. Qui, en fait, on est tous pareils là. Avec des a priori, avec des préjugés, et qui en fait, ils ont appris à se connaître un peu par la force des choses, et puis ont remis leurs préjugés de côté. Et donc non, je pense que c'est l'humain. Il y a de très belles histoires. Nous, on est aussi vraiment sur la proximité, c'est-à-dire que dans l'aide dans le quotidien, on essaie vraiment de gérer au département, voire à la ville, parce qu'on se dit que aller aider un voisin qui habite à 3 rues, c'est quand même plus simple que de se faire 40 minutes de métro pour aller l'aider. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est le maillage le plus complet de bénévoles et de familles pour que chaque famille ait à 10 minutes de chez elle 1 ou 2 bénévoles qui soient susceptibles de l'aider. Donc non, ça reste... En fait, l'application est un merveilleux outil parce que c'est dans l'air du temps. Mais ça reste l'humain derrière. Ça reste un outil en fait. C'est un outil de mise en relation. Ça peut être une page Facebook, ça peut être ce que tu veux. L'essentiel, c'est que c'est ce que t'en as derrière. Ça parle beaucoup aux bénévoles parce que ils s'inscrivent dans une démarche de bénévolat grâce à Ton Bédonnier en téléchargeant l'application et en faisant le petit parcours. Mais en même temps, moi, je leur impose pas une journée par semaine ou 2 jours par mois. Et tu arrives à gérer tout ça? Parce qu'il y a un moment où tu as des moyens humains, tu as des besoins. C'est pas toujours simple. Non, mais je me doute, là, il y a un moment... non, mais t'as ça dans les boîtes. C'est du management. C'est du management. T'as le gars qui va en vacances, t'as le mec qui veut plus venir, t'as le mec qui en a marre, qui est venu à fond la première semaine, comme à la salle de sport, mais qui vient plus. Enfin, t'as tout ça, quoi. Mais d'où le fait que, finalement, plus il y a de monde d'inscrits, même si c'est quelqu'un qui va aider 2 fois dans l'année une famille, en fait, c'est pas grave, ce sera déjà 2 fois. Donc, en fait, je pense que c'est bien aussi de limiter leur capacité. L'idée, elle est là, en fait. Tu t'inscris. Tu te sens pas mort engagé aussi. Voilà, c'est-à-dire que tu t'inscris, mais tu aides quand tu veux, quand tu peux, et s'il y a des demandes à côté de chez toi. Donc, tu te sens pas engagé à devoir donner une journée par mois. Ou voilà. Donc non, je pense que c'est l'humain quand même. Et vous, Dimitri, c'est aussi le relationnel? Oui, c'est l'humain. Nous, on rentre en contact avec tous les nouveaux adhérents. Parce que la période du diagnostic est quand même très délicate dans une vie. Pour tout je pense qu'on s'en rappelle toute la vie du moment où vous c'est un coup de massue. Ça s'oublie pas, Et donc, on rentre en contact avec tous les nouveaux adhérents qu'on voit arriver. C'est brillant quand on l'apprend. À qui on en parle en premier? Qui fait pas partie du couple ou de la famille? À qui on en parle en premier? Nous, on a appelé nos parents dans la voiture. Ouais, j'imagine. Bon, voilà. Ouais, j'imagine, il n'y a que ça aussi, c'est pareil, non? Moi, je l'ai su en anténatale, que ma fille allait avoir un problème. Donc, moi, je suis plutôt... On n'a pas parlé. Non, mais je comprends, moi, je crois que j'ai... Et sinon, c'est les parents, quoi. Son papa, mais j'ai eu besoin de digérer, moi, je crois. Oui, c'est une grosse période de digestion. Et pour finir la question, on a aussi tout un maillage de mamans relais
qu'on essaie de mettre au plus proche des gens pour qu'ils puissent se rencontrer, discuter, quand ils sont prêts, se rencontrer physiquement pour que les enfants se voient. Parce que quand on a un bébé, c'est très abstrait le handicap parce que c'est un bébé. C'est un bébé, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas de grande différence, mais quand on les voit un peu plus grands, ça fait aussi c'est un chemin à faire. Donc on a des mamans relais et puis on organise des événements où on convie les gens se rencontrent et puis les gens discutent entre eux. Il n'y a rien besoin de faire au final. On loue des niches, on met de la musique, les gens ils viennent. Oui, c'est ça y est, c'est juste, on vous considère, venez et on va s'amuser. C'est ça que j'ai vu et c'est ça que j'adore. En fait, il y a vraiment quelque chose qu'on ressent quand on est avec d'autres familles qui ont un enfant en situation de handicap, peu importe le handicap, il y a quelque chose qui ne s'explique pas vraiment, où on se il y a une forme de connivence, de complicité ou de... C'est des frères de galère, c'est des frères d'armes. C'est ça. Il y a vraiment quelque chose c'est un frère de guerre, c'est ça, on a fait la guerre ensemble, quoi. Enfin, moi, je vois même mes meilleurs amis ou même mes très 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 proches, il y a des choses que je vis avec Olivia qui pourront jamais comprendre. Et que des gens que je connais à peine mais qui sont dans le même cas, tout de suite ça titre direct. Voir dans le regard le truc qui passe. C'est important. Et ça vous a changé, vous, personnellement? Le handicap? Ouais, la Elodie d'avant et le Dimitri d'avant, ça vous a changé, vous? Ah bah oui, très clairement. Moi ça m'a beaucoup changé. En plus parce qu'effectivement, je fais partie de ces familles qui, du coup, moi j'ai dû arrêter de travailler parce que moi, le papa de mes filles est décédé en plus il y a 4 ans. Donc je me suis retrouvée toute seule avec 2 enfants et une handicapée. Donc bref, j'ai dû arrêter de travailler. Donc ma vie ne serait pas du tout la même. Mais oui, ça m'a changé. Je pense que je suis plus... comment dire, je pense que oui, je suis plus en recherche de sens. Il y a vraiment des choses plus humaines. Ouais, je pense que je l'étais déjà avant, je pense, mais en tout cas plus sensible à la fragilité. Et en même temps, je pense que ce qui est important quand même, c'est de garder en conscience que, effectivement, quand on a des amis ou nos meilleurs amis ou notre famille qui nous parlent d'un problème qui, en soi, pour nous, est insignifiant parce qu'on en a 20 milliards de programmes. L'assurance, la prime d'assurance, là, qui est encore chère. Mais de rester, justement, de rester ouvert. En fait, je pense que ça m'a permis de rester très ouverte à tous les types de souffrances, même à une souffrance qui me semblait, moi, anodine, voilà. Et puis oui, ça a redirigé ma vie parce que du coup j'ai changé de métier, maintenant je m'engage dans le handicap, ça a orienté ma vie dans une autre direction, quoi. Voilà, très clairement. Oui, pareil. Ça vous a enrichi? Moi, ça m'a énormément changé ma façon de voir la vie, ma façon de... Alors oui, le recul sur les choses. Alors, moi, il y a plus grand chose qui me stresse. Au travail... Plus rien ne me stresse. Moi, on a des problèmes, on a surtout des solutions. Ça me stresse plus du tout. Et moi, j'étais très élitiste. Mes enfants, ils vont faire maths sup, maths p comme moi, ça va être génial et tout. Oh là, t'as fait maths sup, maths p? J'ai fait maths sup, maths p. Pour moi, le seul choix, c'était est-ce qu'on fait Henri IV ou Louis le Grand. J'adore. Et quand Olivia est arrivée, je me suis dit, mais j'étais complètement à côté de la plaque, quoi. C'est pas ça la vie. Et beaucoup plus inclusif, beaucoup plus tolérant aussi. Moi, maintenant... Même mon grand, il en profite maintenant. Je ne mets plus la pression sur rien. Je dis, tu fais de ton mieux, fais ce que tu veux. C'est trop bien. Et ça m'a beaucoup changé. Et aujourd'hui, autour des Williams et Tombé du Nid, vous accompagnez combien de bénéficiaires? Nous, en France, on a... Combien de clients, patients, bénéficiaires nous, je crois qu'on est à 400 bénévoles et 500 familles. Ok. En moins de 2 ans, C'est énorme. Nous, on doit avoir un peu plus de 250 adhérents. Donc à peu près autant de personnes touchées. Qu'est-ce qui vous manque pour vos associations? On voit l'argent. Okay. Ça, je l'entends, mais pour faire quoi? Pour acheter quoi, alors? J'entends complètement. Pour faire quoi? Financer la recherche. Le nerf de la guerre. Financer la recherche. Financer la recherche, ça c'est pour le moyen long terme. Et pour le court terme, qu'est-ce qu'on peut faire pour le court terme pour aider autour des Williams? Pour toi, nous, ce serait pour proposer des solutions de répit ou des activités aux parents et aux familles. Ça me plaît assez bien. On aimerait bien aussi assister avec des psychologues, des choses comme ça, les parents. Ça aide beaucoup aussi. Nous, on aimerait que chacun ait 1 heure de psychologue de temps en temps pour se recentrer, prendre un peu de recul. Et ça aussi, c'est des métiers que professionnels. Moi, je trouve avant. Et ça, c'est des choses qu'on aimerait faire. Mais parce qu'il y a beaucoup de charges mentales et c'est vrai que un psychologue, ça reste très cher. Comme on est quand même dans l'idée que les familles
Oui, mais un donateur, il peut payer une heure de psychologue s'il sait que ça fait du bien à quelqu'un qui l'aide toute l'année. Moi, ça me dérange. Une heure de psychologue, ça me suffit pas, mais je trouve ça beaucoup plus, même 5. Je pourrais en prendre 5 en disant, voilà, moi, j'aurai 5 personnes qui vont profiter d'une heure d'écoute. C'est pas gênant. Effectivement, une psychologue qui une journée est affiliée à une association. Donc, du soutien psychologique, beaucoup pour vous? Nous, en vrai, c'est des choses qu'on aimerait bien faire. D'accord. Chose qu'on aimerait bien faire, puis après des événements pour donner du temps aux parents pour souffler aussi. Je pense que ça, parce que on court toute la journée, mais c'est un marathon en fait. Notre histoire, c'est pas du tout un sprint, mais on le fait au rythme d'un sprint. Ça, c'est un trail. Non, mais c'est marathon, c'est easy, c'est un trail. C'est un UTMB en permanence. Et vous tournez en rond. Mais c'est vrai que vous êtes tellement, il y a tellement de courage et tellement, on a envie de vous donner une petite bulle d'oxygène, de vous dire allez-y, reposez-vous un peu là c'est géré, après vous avez... Alors en même temps, je vais vous dire oui, mais en même temps, nous du coup, effectivement, on s'aperçoit, ce qui est très difficile, c'est que les familles, elles ont conscience de leurs limites, elles sont toutes limite en burn-out, crevées. Moi, je pense que j'ai la moitié des visios avec les familles où elles pleurent, elles sont en arrêt maladie. Voilà, donc. Mais elles ont du mal à demander de l'aide. Parce qu'en fait, elles se sentent soit pas assez légitimes, soit la culpabilité, la belle culpabilité. Voilà. Et donc, en fait, nous, vraiment, nos freins aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une communauté de bénévoles qui veut les aider. On a une communauté de familles qui s'inscrivent dans l'application. Il faut des professionnels, peut-être. Mais alors, je sais pas, il faut... C'est pour ça que... Une écoute professionnelle, là. Une écoute professionnelle, soit de créer des événements qui, du coup, fédèrent et qui leur permettent effectivement de faire confiance aux bénévoles et peut-être après de leur demander de l'aide. Enfin, en tout cas, les familles ont du mal à... Pour elles, c'est normal en fait ce qu'elles font pour leur enfant parce que tout parent se sacrifie plus ou moins pour son enfant et donc le degré de sacrifice qu'on doit faire, elle se dit juste je me sacrifie un peu plus, et en fait non, la vie c'est pas ça, et quand on a deux enfants et qu'on a commencé par un ordinaire, on le sait en fait. On le voit bien. Et pourtant, le ordinaire, t'as l'impression d'être débordé. Et déjà, t'as un deuxième, tu dis comment je vais faire. Donc non, il faut vraiment inciter les familles à oser demander de l'aide, à oser. Nous, on peut prendre la main des familles, mais il faut qu'elles. Moi, souvent, je dis aussi aux familles, je dis maintenant, vous voulez qu'on parle du handicap, vous voulez que ça avance, parce qu'on parle des associations, que les associations doivent aider, mais en fait, famille. Manifestez-vous, sortez vos enfants, bougez, arrêtez de vous isoler chez vous. Le regard des autres. Arrêtez, en fait, on s'en fout. Votre enfant, on les emmerde, c'est tout. Et alors, c'est comme ça qu'ils s'y habitueront déjà, et puis que ça choquera plus personne. Exactement. Nos enfants sont ce qu'ils sont, n'ayons pas honte d'eux, vivons comme tout le monde, et c'est comme ça qu'on va éduquer la société. J'ai souvent des moments de gêne comme ça quand tu vois dans les supermarchés, dans des queues, dans des trucs comme ça, tu vois les parents un peu décontenancés, t'as l'enfant qui est en train de baver, tu sais pas quoi, et tout le monde ils sont là, tu sens qu'il y en a un, vas-y avance s'il te plaît, je vais payer. On sent toute cette gêne, toute cette culpabilité avec... Donc en fait les gens s'isolent, restent chez eux. Et après je comprends qu'on s'isole, Donc, demande pas d'aide. Et donc, après, on arrive à des situations mais catastrophiques. Et pour tout le monde, pour la famille, pour l'enfant, c'est dramatique. Ouais. Donc, il faut qu'elles prennent plus rapidement contact. Il faut qu'elles osent, vraiment. Il faut comprendre que c'est normal. C'est normal aussi. Moi, je pense que les assos sont là pour ça, en fait. Moi, après, je dirais qu'une bonne façon d'aider les gens, c'est de pas leur dire, c'est un peu de les forcer, quoi. C'est de leur dire, viens, tiens, je t'ai prévu un psychologue pour toi, quoi. Oui. Peut-être tout simplement parce que une fois qu'on se fait guider, des fois, ça nous aide. Au moins, il y a pas, ça te dirait pas un psychologue. Non, je mérite pas, j'ai jamais vu de psychologue de toute ma vie. C'est pas maintenant que je vais en demander un. Pourquoi faire? Je suis pas fou. Oui, je suis pas fou. Je suis pas fou, etc. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas un peu plus directif, peut-être, pour leur faire du bien, tout simplement? Oui, mais pour ça, c'est là où. Mais ça, par contre, j'entends le financement sur le soutien psychologique. Qui me paraît. Parce que si on arrive à te sécuriser, tout devient possible, quoi. Si on arrive à te rassurer, c'est comme quand tu es dans la salle d'attente du médecin. Exactement. Ça va déjà mieux, quoi. Ça va déjà mieux. Exactement. Parce que tu sais qu'il est à 2 mètres, t'as beau avoir 15 devant toi, mais déjà tu sais même plus si t'as mal à gauche ou à droite. Tu vois, c'est débitement, cette prise en charge. C'est celle-là qui est pour moi, qui a un effet de levier où tu dis ça y est, j'ai confiance, il me comprend, il me machin. Mais ça demande du temps, ça demande des moyens. Donc effectivement, des financements. Si on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas aider son enfant, on ne peut pas l'accompagner. En étant en pleine dépression, on ne peut pas aider son gosse à s'intégrer à l'école, c'est pas possible. Et Elodie, tout à l'heure, tu parlais justement de belles histoires avec des bénévoles qui avaient des parcours aux antipodes des familles qu'ils accompagnaient. Les bénévoles, justement, comment vous allez les chercher, comment ils viennent à vous?
Alors, il y a des bénévoles qui nous suivent sur les réseaux sociaux, donc voilà, ils s'inscrivent. Ou quand on fait quand on va présenter l'association, à chaque fois, après, on a quelques bénévoles qui arrivent. On est aussi référencé sur la plateforme de jeveuxaider.gouv, la plateforme du gouvernement. Alors, c'est formidable parce que du coup, ça nous amène vraiment un autre type de bénévolat. On a beaucoup de jeunes qui viennent et qui sont en recherche de sens. Donner, voilà. Donc ça, j'aime bien cette jeunesse. C'est incroyable. Elle est mieux que la nôtre. Hein, elle est largement mieux. Elle a plus de sens. Elle est largement mieux. En tout cas, ils sont vraiment en recherche de quête. Voilà, c'est des gens concernés, enfin, qui sont touchés par le handicap ou pas du tout? Forcément. Et c'est ça qui est bluffant. Moi, je leur dis, mais qu'est-ce que vous fichez? J'aurais dit l'inverse. Mais non, mais presque la moitié n'ont aucun lien avec le handicap. Je me sens encore plus nul. Aucun lien. Mais moi aussi, parce que je leur dis, mais moi, si vous m'étiez pas tombé dessus, autant vous dire que je n'aurais jamais mis les pieds dans le handicap. Ce que je comprends complètement. Je n'ai pas de raison de m'y intéresser. Donc ils arrivent par ce biais-là. Et après, c'est vrai que nous, chez Tombé du Nid, ils sont vraiment suivis. Il y a un petit processus. Alors, on n'aime pas parler de recrutement, mais en tout cas, on est très vigilants sur les bénévoles qui intègrent l'association. Il y a une petite formation. Après, on essaie de les former assez régulièrement sur des sujets, notamment sur le dossier MDPH, sur le Macathon. Voilà, alors, pas forcément, c'est pas professionnalisant, mais c'est plutôt pour les aider justement à se repérer dans du handicap. On a un lexique très précieux, le petit lexique avec tous les acronymes. On mettra à télécharger avec le live Twitch. Qui est très précieux. Et puis après, effectivement, moi, mon rôle, c'est, donc j'accueille les familles, mais aussi j'anime le réseau des bénévoles. Donc tous les 2 mois, j'ai des réunions avec tous les bénévoles où c'est un partage d'expérience, ils disent ce qu'ils ont vu, ils racontent leurs histoires. Donc pour les nouveaux, c'est super parce qu'ils ont des belles histoires. Puis ils peuvent aussi raconter, ça s'est pas bien passé, la famille m'a pas répondu. Donc moi, ça me permet derrière de réagir. Donc ça, c'est tous les 2 mois à peu près. Et puis après, tous les ans, on les réunit. Donc là, c'est le 23 novembre. On les réunit et donc on leur, pareil, propose une petite formation le matin. Ça sera sur l'inclusion scolaire, justement, cette année. Et puis après, on invite les familles pour créer la rencontre aussi entre bénévoles et familles. Et vous, Dimitri, comment vous allez ou comment ils viennent à vous, les bénévoles? Nous, c'est souvent des parents. C'est les adhérents. Ouais, nous, c'est les adhérents. Ouais, c'est surtout les adhérents. Donc vous faites peut-être pas d'appel au bénévolat, comme Tombé du Nid? Alors, non, c'est vrai. Alors, quand on organise des choses, on a des bénévoles qui sont souvent les grands frères, les grandes sœurs et leurs copains, qu'on voit revenir d'ailleurs sur plusieurs années. Mais c'est souvent des gens qui sont touchés par le syndrome, qui ont le syndrome autour d'eux. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté famille très proche. Oui, parce que c'est souvent les mêmes qu'on revoit bien. Et j'avais une autre question. Vous vous sentez aussi soutenu par les politiques dans les hautes sphères, mais par exemple par les politiques de la ville? Est-ce qu'elles vous accompagnent? Nous, je sais qu'elles nous financent pas mal. Les départements, alors c'est pas homogène sur l'Île-de-France, mais je sais que certains soutiennent et c'est de plus en plus financièrement. En fait, elles ont compris le rôle, je pense, des associations dans c'est quand même un maillon, c'est le dernier maillon. T'arrives pas à le gérer avec la centralisation. T'arrives pas du tout à le gérer, donc facilite les derniers maillons. C'est la proximité, effectivement, on revient souvent, on se dit, avant, il y a des années, il y avait cette notion de petit village où, en fait, dans le village, il y avait toujours un peu ce qu'on appelait l'idiot du village. Mais clairement, et qui était pris en charge par tout le monde, et que tout le monde, tu lui filais du boulot, l'autre, il lui disait, tu me coupes ça, tu me fais ça. Exactement. Aujourd'hui, ça n'existe plus, donc c'est un peu ça qu'il faut remettre en place, en fait. C'est vraiment la proximité, aider son voisin, donc si je pense que les villes et les collectivités commencent à comprendre notre utilité. Et vous, Dimitri, vous avez rencontré un écho, vous, en région? C'est très disparate, ça dépend des régions. Je pense qu'à Paris, on a un petit peu de chance, parce que déjà, on a plein de choses à moins d'1 heure de route. Quand vous êtes dans certaines régions du centre de la France, où les enfants font 1 heure pour aller voir un médecin, c'est pas pareil, donc c'est très disparate. Et moi, je vois la mairie qui a fait le delta qui manquait pour ma fille pour l'accueillir. C'est des choses qui sont très appréciables. Et après, au niveau des hautes sphères politiques, c'est un peu plus flou. Oui, ça, en fait, plus c'est proche, plus c'est à portée de main, plus ça agit. En fait, plus les gens ils ont la personne en face d'eux, plus ils se disent c'est plus une stat, c'est normal. Après, c'est plus une stat, c'est plus un nombre. C'est une personne avec son humanité, sa souffrance, sa douleur. Les politiques, c'est un peu plus. Ça dépend. C'est un nombre. C'est combien d'électeurs, tout ça? Peut-être. Oui. Il y a quand même beaucoup de choses. Et par exemple, les entreprises, parce que tout à l'heure, je sais plus si c'est Elodie ou Dimitri qui parlait des entreprises. Il y a des entreprises, justement, qui vous mettent du matériel à disposition, des ordinateurs, par exemple, qui vous financent aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui montent des fondations
et du coup qui finance les associations. Notre directrice aussi fait des dossiers à longueur de temps pour toucher des financements, pour la recherche, pour tout ce qu'on fait. Donc les entreprises de plus en plus, et puis elles embauchent aussi de plus en plus des personnes en situation de handicap. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont vraiment sur ce sujet. C'est très lié à... on entend beaucoup parler de père aidance, d'aidance, de l'aidant familial en ce moment. C'est vraiment une grosse thématique qui arrive par le gouvernement, justement. Donc les entreprises, elles ont compris que forcément, dans leurs salariés, il y avait peut-être des aidants familiaux. Alors, aidants familiaux, ça peut être parents d'un enfant en situation de handicap, mais ça peut être aussi aider ses parents âgés, vieillissants. Ça peut être, et que forcément, c'est des personnes qui ont une double vie, j'ai envie de dire presque, et donc il faut aider, qu'il faut accompagner pour qu'ils puissent rester dans le monde du travail et puis pour pas les perdre, tout simplement. Pour pas les perdre, et puis finalement ils s'aperçoivent aussi qu'en les aidant un petit peu, ça leur fait du bien. On leur fait du bien, et puis c'est aussi des salariés qui sont reconnaissants envers de leur entreprise. Et donc s'il est bien chez toi, il va bien bosser. S'il est pas bien, s'il est obligé de courir. Elles ont pris ce sujet-là en main. On verra ça demain. Pour leurs salariés. Et donc effectivement, elles font, nous, appel. Moi, je vais, par exemple, on a été, je ne vais pas citer de marque, mais on a été dans plusieurs entreprises pour sensibiliser sur le handicap et parler de notre association. Et donc il y a même des entreprises qui passent des accords pour, sur leur temps de travail, les salariés offrent une journée à une association. Oui, ça se fait beaucoup. Du mécénat voilà, c'est ça. Ils sont bons, les salariés qui vous envoient, ou c'est celui dont on veut se débarrasser en disant tiens, j'ai une bonne nouvelle pour toi? Non, je crois que c'est eux qui choisissent. Ils s'inscrivent, ils se mettent sur des plateformes, mais d'accord, c'est les plateformes qui choisissent. Voilà. Moi, je veux donner une journée de mon temps de travail pour une association. Donc oui, ça vient aussi parce qu'ils ont compris qu'effectivement, il y avait aussi un enjeu pour leurs salariés. Oui, et puis ils savent aussi que l'histoire les regarde, et puis à tout point de vue, de toute façon, ils ont un rôle. Oui. Ils ont un rôle à jouer dedans. Enfin, je suis sûr. désolé, tu fais venir un couple au boulot le faire aussi. Je crois aussi, ils ont envie d'apporter des choses. Oui. Je sais que moi, mon entreprise, il y a de la prise de conscience. Il y a des groupes de parole d'aidants, des gens qui aident leurs parents, des gens qui aident leurs enfants. Voilà. Il y a des assistantes sociales qui aident à faire les papiers, qui donnent des liens avec des associations. Donc il y a de plus en plus de choses. Au niveau de ton entreprise? Ouais. C'est qui ton entreprise? Je sais pas si je le dis. C'est Dassault Systèmes. Et ils ont, moi je sais que j'ai vu l'assistante sociale qui aide un peu à faire les papiers, qui dit un peu à quoi on a le droit, qui budgète aussi pour prendre en charge certains soins, tout ce qui n'est pas remboursé, donc il y a des dossiers, il y a de plus en plus de choses qui existent. On a de la chance en France, mine de rien, même si c'est insuffisant. Globalement, c'est lent, c'est machin, mais quand c'est pris en charge, j'ai l'impression que c'est quand même bien pris en charge. Ouais, quand ça se passe. Oui, après, il manque quand même de moyens, parce que je vois même dans les structures paramédicales, donc pour tous les enfants qui ne vont pas en inclusion scolaire, mais tous les autres, ils sont quand même assez nombreux aussi. Elles sont, ceux qui bossent avec les éducateurs et tout, ils sont top, mais en fait c'est pareil, il manque de moyens, il y a pas assez de kinés, il y a pas assez d'orthophonistes. Moi souvent il n'y a pas de kiné, donc les enfants qui cherchent quoi faire là, qui ont 17-18 ans, c'est un métier magnifique. Faites tout de suite, là, profitez-en avant qu'il y ait avec l'IA, mais faites-le. Et puis les kinés, arrêtez de faire les mecs qui font des trails et qui se font mal aux genoux, on s'en fout. Faites des trucs pour les neuros, pour les aider à évoluer. Ça serait encore mieux. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais bon. Et justement, quand vous avez des nouveaux financements, ça vous permet d'avoir des projets. Est-ce que par exemple, vous pouvez donner des exemples d'initiatives que vous avez pu mettre en place et pérenniser grâce à des financements que vous avez eus ces dernières années? Nous, c'est la recherche. C'est arriver à financer des recherches sur plusieurs années. Okay. Ça, c'est important. Parce que donner une somme une année, c'est super. Oui, mais ils ont besoin, eux, d'avoir une vision sur 2-3 ans, sur 4-5 ans. Même beaucoup plus. Parce qu'en plus, les chercheurs, c'est des gens très brillants, dont on leur fait passer la moitié de leur temps à faire des dossiers. Donc si on peut leur dire, OK, pendant 3 ans, on finance, pendant 3 ans, ils font de la recherche, ça, c'est efficace. Donc moi, je pense que c'est sur la continuité. Nous, c'est plus aussi sur le fonctionnement, parce que du coup, chez Tombé du Nid, on est toi, tu as besoin de salariés, toi, quelques salariés, voilà. En tout cas, chaque responsable réseau et toi, est salarié. Il faut bien que tu te salariés aussi. Moi, je suis salariée, mais nous, on est à mi-temps, du coup. Et puis après, il y a des entreprises qui, effectivement, veulent vraiment soutenir un projet.
Donc là, par exemple, moi, je suis en train de finir un shooting photo avec 11 familles qui ont un enfant en situation de handicap. L'idée, c'est de préparer une petite expo photo que l'on va proposer aux entreprises, toujours dans cette idée de sensibiliser les entreprises, sensibiliser les collaborateurs, les salariés, voilà, sur le handicap et sur le rôle de l'aidant familial, parce que c'est peut-être effectivement leur collègue qui part un peu en catastrophe ou qui arrive un peu en retard le matin. Voilà, voilà, vraiment toujours dans cette idée de sensibiliser en fait un plus grand nombre aussi. Et du coup, c'est important. Ça nous fait la transition sur le troisième sujet, qui est justement l'inclusion dans la société. Donc je vais vous poser la petite question qui va bien, comme d'habitude. Voilà. 1%. Bon, elle est pas mal, celle-ci. Donc c'est sur l'inclusion sociale et la sensibilisation au handicap. Quel pourcentage de personnes, donc là on est en France, ont une connaissance directe de quelqu'un qui est en situation de handicap? Attends, refais, c'est quoi la question? Donc, c'est quel pourcentage de personnes savent que leur voisin, par exemple, a un handicap? Pourquoi tu la poses pas comme ça dès le début? C'est un moment où j'ai mis tout à l'heure. Moi, je ne connais pas par cœur. Ok, d'accord. Il n'y a pas de... Il faut y aller. 20, 40 et 60%. Tu connais une... 40? Ouais, j'aurais dit 40. Alors, c'est 60%. Ah ouais. Donc, ça montre que les gens, quand même, maintenant, commencent à parler de leur handicap. Ouais. Bah, moi, je vois en rentrant tous les jours en trottinette, je vois des gens avec des attelles, enfin des prothèses. Avant, ils le planquaient. Ça se voyait pas. Avant, c'était... là, maintenant, t'en vois, ils courent, ils machin, etc. Ils ne la cachent pas. Elle n'est même pas cachée, on voit la mécanique et tout. Enfin, ça y est, on sent que c'est... Je pense aussi que ça, l'école a joué un peu son rôle, puisque quand même c'est le sujet de l'école, parce que moi je sais que mon aînée, du coup, qui a 10 ans, elle a toujours été à l'école publique, et depuis la maternelle, elle a toujours eu un enfant en situation de handicap dans sa classe. Toujours. Donc finalement, je pense que ces enfants qui... dès la petite section, voire même dès la crèche, parce qu'en fait, à Paris, en tout cas, dans les crèches, il y en a aussi. Finalement, ils sont sensibilisés à la différence, et puis après tout, le handicap, c'est une différence comme une autre. Puis c'est même plus un sujet pour eux après. Non, voilà. C'est même pas un sujet, t'es brun, t'es blond, t'es noir, t'es chinois, t'es machin, bah voilà. Pour moi, c'est la petite réussite de l'inclusion scolaire, peut-être, qui est après j'ai l'impression que ça passe mieux, quoi. Bah, même les Jeux paralympiques, rien des Jeux paralympiques, je veux dire, c'est quand même... Mais ils les font pas en même temps que les vrais Jeux. Non, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Mais oui, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, ça va être l'étape d'après, effectivement. On en parle pour Los Angeles, on verra. Oui, on n'y est pas encore, mais... Après, est-ce que c'est bien? C'est pas dit. Je sais pas. Il y a des gens qui disaient, du coup, ça va être noyé avec les autres et on va moins en parler. Donc c'est vrai que ça à réfléchir. Mais les JO pourraient durer un mois, tout ça s'enchaîne, 15 jours. Oui, là où je suis d'accord, c'est pour qu'on ait déjà clôturé pour les rouvrir. Oui, moi aussi, ça c'est peut-être pareil que nous, mais presque. Ça, c'est pas cool. Vous êtes presque avec une cérémonie différente. Ça, je suis d'accord. Ça, j'ai pas trouvé ça super. Sur de la gueule qui mélange tout et qui clôture ensemble. C'est l'inclusion, mais. L'inclusion, mais t'es inclus, mais tout après nous. Je pense que c'est des champions olympiques. Il n'y a pas de raison que ce soit des champions paralympiques. Non, c'est des champions olympiques. Comme les autres. Non, mais clairement. Bon, on va y venir. J'ai une deuxième question, attention Riyad. Ça c'est intéressant, c'est quel est le quota légal de travailleurs handicapés dans les entreprises? Oh putain, en France. Ah oui. Ça tu devrais le savoir. 2, 4, 6%. J'ai peur que ce soit 2. Ouais, moi aussi. Il me semble. Ah non, c'est 6%. Ah ouais, 6%. On est pas mais il y a des amendes, tu ne respectes pas parce qu'à mon avis, mais non, il n'y a pas beaucoup obligé, qui en fait. Moi, je me rappelle, respectent. chez Nickel, le service client, on avait des gens aveugles qu'on prenait, etc. Parce que c'est typiquement sur un service client. Mais tu n'es pas obligé, en fait, d'embaucher des gens handicapés, quoi. Tu peux, je ne sais même pas si tu as une amende ou pas, mais en fait, il n'y a rien qui Je pense qu'il y a des amendes, Je crois que tu as une amende, mais c'est un peu comme quand tu n'oublies pas tes comptes, quoi. C'est pas très grave. C'est pas dimensionnant, ouais, c'est ça, ouais, c'est pas assez. Et puis c'est pas assez name and shame. Pourquoi tu prends pas des handicaps? Et du coup, on en a un petit peu parlé, mais vous sentez justement le regard de la société qui évolue justement sur les handicaps. Les gens sont plus ouverts, plus à l'écoute, moins dans le jugement. Non, peut-être les autres, surtout dans vos entourages. Collègues, machin, tout ça. À mon avis, c'est cela où tu verras si ça a bougé encore ou pas complètement. Parce qu'en façade, oui. Non, moi je crois vraiment que les générations de nos enfants vont... voilà, ça j'y crois. Eux, c'est fait.
C'est en cours, parce qu'en plus vraiment nous avec Tomber du nid, moi je vais souvent dans des écoles pour, alors je parle vite fait de Tomber du nid, mais surtout pour sensibiliser sur le handicap. La dernière fois je suis même allée dans une école avec ma fille, puis il y avait une maman qui a son fils en classe Ulysse qui est famille chez nous, et elle avait pris des petits fauteuils roulants de sport qu'elle avait empruntés, du coup on a fait des courses, on a tourné ça autour du jeu, du handicap, voilà, donc je pense qu'il y a de plus en plus de sensibilisation pour cette génération-là. Pour la nôtre. La nôtre et peut-être même celle des 20. Moi je trouve que c'est encore un peu tabou. Ouais, c'est encore un peu tabou. Bon, après, c'est à chacun aussi de... Les gens n'osent pas nous en parler, en fait. Et c'est là aussi où on se sent libre entre familles. Parce qu'en fait, moi, je n'hésiterais pas à poser une question à Dimitri qui pourrait vous sembler choquante ou déplacée. Oui, mais les en gens fait, ont peur aussi. Ils ont peur de vous dire un truc là. Souvent, tu les vois. Et non, faut pas dire. C'est ça. Mais non, pourquoi on peut en parler. Les gens, ils ont peur de demander des... de nous faire mal, en fait. Aussi, ils ont peur de demander des nouvelles. Alors, est-ce qu'elle lit? Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle machin? Comment ça progresse? Et en fait, c'est délicat parce que ça dépend comment on reçoit aussi la question, chacun est différent. Mais je sais que j'ai une période un peu difficile après le diagnostic. Quand on vous pose des questions, on n'a pas envie d'y répondre. Et quand on vous les pose pas, c'est pire. Donc, j'ai pas été facile toujours. Mais oui, c'est toujours un peu tabou quand même. Ouais. Moi, je me souviens d'une amie, on était dans un apéro avec des enfants, et c'est vrai que quand les enfants sont petits, ça passe, parce qu'en fait, ça se voit pas trop le handicap. C'est à partir d'un moment où ils se mettent tous à se mettre debout, à marcher, à être propres, où là, la différence, elle devient assez flagrante avec nos amis, où du coup, la séparation peut se faire. Et son fils lui demandait, mais maman, pourquoi Alix, elle porte encore des couches et elle marche pas? Donc nos enfants avaient le même âge. Et la maman, pour je pense ne pas me blesser, c'est une amie, elle répond à son fils, mais non, mais Alix c'est encore un bébé. Et je l'ai regardée, je lui dis, mais très mauvaise réponse. Pourquoi tu dis ça à ton fils? Parce qu'en fait ils ont le même âge, il le sait, lui il est pas idiot, dis-lui la vérité. Donc je dis, non mais moi je vais t'expliquer, en fait, Alix elle est handicapée, Alix elle marchera pas, voilà. Mais en fait, effectivement, elle a pas voulu mal faire, je pense que ça l'a tellement gênée qu'elle a préféré switcher la question. Et donc oui, il y a encore du boulot, il y a encore de la J'ai eu la même histoire il y a un mois. La petite fille de 7 ans, je pense qu'elle a 6-7 ans, d'un ami qui sont venus passer le week-end à la maison, elle dit, je comprends pas, Olivia, elle a le même âge que Julia, qui est sa cousine, et pourtant elle parle pas aussi bien, elle marche pas aussi bien. Ah bah là, moi j'étais là dans la pièce, donc j'ai pu répondre. Mais la question, je pense que il y a 2 ans en arrière, elle m'aurait flingué. Mais handicap, elle a un syndrome. Olivia, elle a un syndrome qui l'empêche d'évoluer aussi vite que les autres. On va continuer. Mais du coup, elle va y venir. C'est vraiment aux parents, finalement, d'avoir ce discours-là et d'éduquer leurs enfants, parce que s'ils leur disent ça, après ils passent à autre chose, les gamins. En fait, ils en ont rien à faire. Ah oui, parce que la gamine, elle m'a dit, ah oui, d'accord. Ben voilà. C'est aussi simple. Mais moi j'ai déjà entendu des enfants dire, mais tu sais, Alix, elle est handicapée. Oui, super. Bah oui, en fait, elle est handicapée, c'est un fait. Mais en fait, c'est les parents, effectivement, c'est nos générations qui ont encore un peu de mal. Mais je comprends peut-être que si j'avais des amis qui avaient un enfant en situation de handicap, je serais aussi gênée de poser des questions. Voilà, donc. Je comprends complètement. Voilà, enfin, moi, j'ai pas de filtre, donc j'arrive à poser des questions complètement naturellement. Non, mais en fait, il faut pas. Je crois qu'il faut pas en avoir, parce que ça nous fait du bien aussi à nous, parce que c'est aussi comme ça qu'on se sent inclus. On en parle, quoi. On en parle. On peut tous avoir des blessures, des difficultés, des machins. Soit on les planque, on fait style qu'on est tous normaux et qu'il n'y a pas de problème, ou alors on en parle, et puis après. Non, puis finalement, moi je dis que parfois nos enfants, ils seront peut-être plus heureux qu'un enfant qui, sur le papier, a tout pour lui, sera bon à l'école, est beau et a de l'argent, puis finalement, à 20 ans ou 30 ans, sera pas foutu d'être heureux. Voilà, après tout, on n'a pas les mêmes cartes, mais finalement, le bonheur. C'est le dénivelé. Voilà, le bonheur, c'est le dénivelé entre ton jeu de départ et ton jeu final. Oui, c'est ça. Et je pense que, je sais pas toi, mais moi je pense que ma fille, elle fait partie, j'ai pas beaucoup d'enfants que je connais plus heureux qu'elle, en fait, parce qu'elle n'a pas beaucoup de grand choses, elle a sa maman. C'est ce que j'ai vu avec les enfants là, autour des Williams aussi. Un bonheur incroyable, mais qu'est-ce qu'ils m'ont touché, ils m'ont planté un truc dans le cœur, là, je les ai vus tous heureux, tous comme ça, je me dis, waouh, ça me faisait vraiment extrêmement touchant. Extrêmement, ça m'a. J'avais encore Marius, machin, qui me racontait sa petite gonzesse, machin, je me dis, mais c'est une amie.
Mais j'adore, enfin voilà. Ce petit côté sans filtre, hors du cadre, un peu. Très bien, je n'ai pas du tout envie qu'il ressemble à un autre. Comme il est, sa singularité, elle est archi touchante, quoi. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai remarqué aussi, surtout qu'au niveau de la société, les marques, même typiquement Walt Disney, Netflix, maintenant, dans toutes les productions, il y a de plus en plus de diversité et on montre le handicap, on le cache pas, on fait de la sensibilisation. Et du coup, j'ai l'impression, même dans les dessins animés pour les gamins, et j'ai l'impression que ça aussi, c'est super important. Ouais. Même s'ils sont déjà un peu plus tolérants, de base, aujourd'hui, il y a aussi une prise de conscience au niveau des grands médias et des producteurs, et ils l'incluent. Ça vaut pour toutes les diversités. Oui, c'est ça, ouais. Maintenant, on a commencé par te mettre des noirs, après des arabes, des noirs, des noirs. Maintenant, on commence à te mettre des handicapés. Mais je te jure, sur France 3, là, il y a une émission de télé, là, le gars, il a les deux comme ça, il s'est même pas caché. C'est même pas caché. Alors d'ailleurs, c'est rigolo, parce qu'au départ, quand tu regardes, t'as tendance à regarder le handicap, tu veux regarder un peu. Et puis au bout de 10 minutes, 15 minutes d'émission, tu regardes lui, quoi. Tu vois, tu regardes plus du tout c'est le mec qui présente. Ouais, c'est le gars qui présente. Et c'est Théo Curin, je pense. C'est Théo Curin, je pense qu'il s'appelle. Oui, je crois, oui, c'est ça. C'est ça, qui est un athlète paralympique et qui a pas travaillé, mais qui nous a représenté à Pékin Express autour des Williams. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, je l'ai vu, je me suis dit, waouh, ouf, ça commence un peu à changer. Ça y est, je vois un gars qui est pas en train de se planquer, on le cadre pas juste ça pour pas qu'on voit les bras, il est là, il les bouge, etc. Alors c'est surprenant quand t'as pas l'habitude, soyons honnêtes, quoi. Et franchement, pendant 10 minutes, j'ai regardé que ça, le handicap, la vérité, c'est que j'ai regardé ça. Et puis après, tu le regardes pas, après tu joues au jeu avec lui. Ça y est, c'est passé, quoi. Même nous, parents d'enfants en situation de handicap, il y a des handicaps qui peuvent aussi nous surprendre. Nous, enfin, on est comme tout le monde en fait. Mais, ah oui. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de. On n'est pas meilleur. Non, non, on n'a pas de leçon à donner, mais oui, je pense que ça arrive tout doucement, tout doucement. Et c'est une bonne chose en plus, moi je trouve. Oui, de voir que ça change et tout, et du coup ils sont hyper sensibilisés. Enfin, moi je suis handicapé aussi, mais ça se voit pas. Enfin, moi j'ai une mucoviscidose frustre. Voilà. Et tu fais des longues questions. Parce que j'ai un bon souffle du coup. Et effectivement, moi je vois, parce que moi, quand j'étais petit, j'étais un peu souffreteux. Voilà, j'étais mis un petit peu de côté, etc. Et des fois, quand je essayais de m'identifier à des personnages, il n'y avait pas de personnage qui me ressemblait. Et maintenant, quand je vois des trucs, je me dis, par exemple sur Netflix, je me dis, ah putain, j'aurais aimé avoir quelqu'un de voir qui est comme moi, etc., qui a des difficultés. Surtout quand on est enfant, je pense. Pouvoir s'identifier pour passer sous les radars et pas dire je suis. Tout simplement. Non, mais ça, je trouve ça super. Et alors, maintenant, je vais faire une transition très maladroite. Donc, on parlait des entreprises tout à l'heure. Voilà, et donc de la prise de conscience des entreprises. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'ils intègrent des salariés, ils savent les accompagner, être facilitants pour qu'ils fassent justement leur travail, qu'ils trouvent un équilibre vie privée, perso, et puis soins à l'extérieur? Moi, j'ai pas tellement de recul. Moi, je suis pour l'inclusion globalement, mais pas que. Je pense que les ESAT aussi, il y a certains handicaps, certaines personnes, je pense que c'est mieux. Elles sont mieux entourées dans un ESAT, par exemple, avec des gens qui sont formés pour communiquer avec elles, pour les aider, pour les soutenir. Un petit peu comme un AESH d'adulte, vous voyez. Donc je pense que faut faire l'inclusion dans les entreprises, c'est top, parce que justement, de toute façon, plus on les voit, plus il y a de l'inclusion, plus ça devient plus un sujet. Ça devient plus un sujet, quoi. Et ça, c'est trop bien. Nous, je sais qu'en ce moment, on fait passer des offres d'emploi pour des postes à l'accueil pour des personnes en situation de handicap. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais il ne faut pas non plus oublier les ESAT qui font un travail super, qui encadrent nos enfants, enfin, qui encadrent les gens, qui leur trouvent du taf. Et je pense que les deux se valent, et il ne faut pas céder à la tentation de dire « Ok, on ne fait plus tout ça ». Et on met les gens dans les entreprises parce que ça ne va pas marcher pour tout le monde. Non. C'est comme l'inclusion scolaire, en fait. C'est assez limite en fonction de... On a besoin de classes Ulysse, on a besoin d'IME, d'instituts médicaux, et on a besoin aussi qu'il y ait des enfants qui aient des places dans les écoles. Bien sûr. Voilà. De chaque profil. Oui, il faut qu'on le retrouve dans toutes les franges de notre société, en fait, sur toutes les couches, de façon différente. Ça sert à rien de s'obstiner avec quelqu'un qui ne sera pas adapté. Coûte que coûte dans une école normale. S'ils ne sont pas adaptés, ça ne sert à rien. La question que tous les pères se posent, ou les mères se posent, c'est où est-ce que mon enfant sera le mieux? Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut répondre. C'est ça qu'il faut répondre. Et la réponse, c'est pas toujours Henri IV. Vous allez dire, si, c'est pas toujours ça.
Il y a quand même de plus en plus, moi je le vois dans les profils que je reçois, de référents handicap dans les entreprises. Ouais, donc soit c'est les RH qui vraiment prennent ce rôle, soit en plus il y a des référents handicap qui ont vraiment ce rôle d'intégrer la personne en situation de handicap dans la société. Alors c'est souvent des grandes entreprises quand même, parce qu'effectivement... parce qu'il faut avoir les moyens de payer un mec dont le boulot c'est juste d'être référent handicap. Voilà, exactement. Donc forcément c'est exactement, la grosse entreprise, mais ils iront mieux. Ça ira plus vite à mon avis. Oui, et puis voilà, alors oui, pour adapter les postes, mais aussi, moi, c'est tout. En comptant leurs salariés, donc à être efficace. Oui, puis aussi, il faut aussi du coup former les autres collaborateurs au fonctionnement de la personne qu'ils vont accueillir, parce que moi, c'est ce qu'elle me disait, j'ai une bénévole qui est RH et référente handicap, elle me disait, moi, mon rôle est là où parfois mes limites, c'est qu'en fait, quand on accueille quelqu'un en situation de handicap qui, effectivement, lui, va avoir un bureau fermé parce qu'il a besoin de ça, va avoir des lumières, les autres collaborateurs ne le comprennent pas forcément. Donc, c'est aussi de la pédagogie d'expliquer pourquoi on fait ça, d'expliquer le handicap de cette personne, mais quelles limites ça il a. Et puis, finalement, oui, c'est ça, d'informer, en fait, tous les autres collaborateurs et parfois, du coup, d'échouer. Pas forcément parce que la personne en situation de handicap n'arrive pas à bien faire son job, simplement parce qu'elle n'arrive pas à s'intégrer dans cet univers, voilà. Mais ça aussi, oui, j'ai l'impression que les référents handicap, c'est quand même quelque chose qu'on entend de plus en plus dans les entreprises. Et puis, moi, je me souviens cette bénévole, elle avait proposé un atelier CV pour justement tous les jeunes qui avaient une vingtaine d'années qui cherchaient un emploi, parce qu'on s'imagine bien qu'une personne en situation de handicap n'a pas le même CV, en tout cas ne le rédige pas de la même façon que n'importe quel jeune de 20 ans. Alors, faut-il mettre en avant la RQTH ou son handicap? Est-ce qu'il ne faut pas? Forcément, généralement, ils ont moins d'expérience. C'est la reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà, c'est la reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc certains ont peur. Certains ont peur. C'est vraiment le lexique. Mais certains ont peur de le mettre en fait sur leur CV. Je ne sais pas si toi du coup tu as dû le mettre. Ouais, moi je le mettais. Certains ont peur toi tu l'avais mis. Moi je l'avais mis, mais des fois tu avais des employeurs. Mais en plus, attends, j'ai rien compris. Ils te posaient la question directe, ce que tu as. Exactement. Et quand je disais, j'ai une mycose du fruit, ça va, vous êtes tout le temps malade et tout. Je fais non, je suis quasiment tout le temps là, j'ai jamais d'arrêt maladie. Je me mets kiné une fois par semaine. Voilà quoi. Mais il y a des gens vraiment, ça les crispait quoi. Voilà, je sentais que c'est la première question qui allait être sortie. Voilà. Donc du coup, toi tu me l'as pas fait. Voilà. Non, tu me l'as même pas évoqué. Il savait même pas ce que c'était. Même pas parlé. C'est déjà une compétence que oui, je l'ai mis sur le CV, mais tu n'as pas abordé. Si en fait, je vais te faire un aveu. C'est que tu avais mis, je sais plus, handicap 4-5e, et je me suis dit, mais en fait, il va venir un jour par semaine, ça va pas être assez. Je n'avais pas compris. Je me suis dit 4-5e, parce que tu avais mis 4-5e, un truc comme ça. Et donc, pour moi, c'était pas clair. Je me suis dit, il est pas là pendant 4 jours, et il vient pendant un jour. Ça va être un peu compliqué, quoi. Voilà. Donc, non, il y a parce que j'avais mis mon aménagement. Oui. Et moi, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, je vous conseille de mettre votre aménagement, pas pour vous soumettre, mais elle disait, ça se trouve, moi, je vais pas vous rappeler parce que vous pouvez demander des aménagements que je ne pourrais pas vous offrir, en fait. Mais du coup, voilà, il y avait toute une réflexion sur comment faire le CV, pour favoriser l'accès à l'emploi de tous ces jeunes, quoi. Donc, non, ça vient aussi, mais les choses, elles prennent un peu de temps, mais... Non, moi, j'ai trouvé ça bien que tu n'abordes pas le sujet, parce que des fois, première personne, après bonjour, c'est ça, tu fais ok, d'accord. Oui, c'est aborder le sujet des compétences. Je te fais pas venir parce que tu es handicapé, je te fais pas, c'est pas la raison de ma sélection, quoi. C'est pas un emploi fictif. Ça peut te rassurer. Après, si le handicap, il est pas contraire à ta fonction, je vois pas pourquoi enfin, j'ai aucune raison, quoi. Je veux dire, on parle de compétences. Oui, mais la preuve, c'est pas le... Non, c'est pas encore très naturel. Oui, pas encore les réflexes. Ça y est, les chakras s'ouvrent un peu. Bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais on prend la bonne tendance, je pense. Oui, je pense. C'est la bonne trajectoire. Et par exemple, dans les associations, travailler dans les associations, ça aussi, c'est des choses que vous voyez. Alors peut-être pas encore, parce que c'est peut-être pas arrivé à un stade où vous pouvez justement employer, mais c'est des choses que vous pourriez faire, justement. Par contre, alors oui, je pense que ça arrive, mais il y a aussi beaucoup d'associations qui se montent avec des personnes valides pour proposer de l'emploi à des personnes en situation de handicap. Il y a des cafés là qui envoient les cafés. Café Joyeux. Les cafés Joyeux.
c'est ça, il y a beaucoup de je pense aussi à toutes ces petites assos qui proposent de la couture ou des choses comme ça pour des jeunes, souvent c'est atteint de trisomie 21. Donc voilà, donc soit effectivement ça leur permet les associations leur permettent vraiment, en fait, le projet de l'association est autour de l'emploi de ces personnes-là, et dans ces cas-là, ils les aident, ils les forment et puis ils leur donnent un petit boulot. Soit vraiment ils se structurent comme les cafés joyeux, mais ils n'embauchent quasiment que des personnes en situation de handicap. Il y en a de plus en plus, il y a beaucoup de traiteurs, beaucoup de qui sont inclusifs. Ça y est, je trouve que ça, ça se normalise. Ça se normalise, oui. Et d'ailleurs, le film au cinéma qui est passé, forcément, vous en avez entendu parler, forcément, vous avez fait des retours. C'est quelque chose de plus, c'est ça, non ? Un petit truc en plus. Un petit truc en plus, là, exactement. Donc, j'imagine que vous l'avez vu, oui. Et les gens, du coup, ils utilisent ça pour parler de votre... Pas trop. Non, j'ai pas eu trop de... Après... On a beaucoup de gens qui sont déjà au courant, en fait, autour de nous, du coup. Oui. Donc peut-être on n'est pas les bons témoins. C'est quelque chose qui a marché, c'est un succès. Succès fou. Le succès incroyable, tout d'un coup les gens... Je crois que c'est le 3 ou 4e film. Est-ce que ça vous aide, ça ? Est-ce que ça vous aide ou est-ce que c'est juste parallèle ? Moi, du moment qu'on parle de handicap, je pense que c'est bien. Ça fait partie de la com. Et après, il y a eu beaucoup de polémiques autour du film, notamment sur personne veut leur payer des robes pour monter les marches. Festival de Cannes, il l'a dénoncé. Là, on en parle encore plus. Et puis là, on parle en plus du sujet qui fait mal. De la stigmatisation. C'est que les grands enfants, il y a des gens qui trouvent que ça va pas avec leur marque. Et donc là, tout le monde s'émeut de ça, donc ça, c'est top. Oui, puis ce qui était bien, c'est que c'était un film positif. Oui. En fait, je pense que c'est vraiment ça aussi le message qu'il faut passer, c'est-à-dire que oui, toutes ces familles, on a vécu des trucs hyper difficiles. Ça fait du bien de vous entendre. Mais il y a vraiment de la joie, du positif. Et ce film était très positif. Et c'est vrai que quand on les voit, ils étaient hyper touchants, tous, autant qu'ils étaient, avec leur personnalité. Donc, finalement, ça a montré le handicap sous son beau jour. Alors, c'est pas toujours drôle, effectivement, mais comme dans toute vie, toute famille et tout enfant, en fait. Ni plus ni moins. Donc je trouve que c'est une bonne manière d'aborder le handicap. C'est-à-dire pas de misérabilisme, pas de tout ça. Oui, c'est dur. Oui, il y a des épreuves. C'est des deuils à faire. Il y a vraiment des gros deuils. Oui, il y a des deuils, oui, je crois. Dans Henri IV, mais c'est vrai. Il y a vraiment des vrais deuils. À chaque étape de la vie, quand après, on voit qu'ils se sociabilisent difficilement, c'est aussi un deuil pour un parent. Quand on voit qu'après, ils ne rentrent pas dans la vie active, c'est aussi un deuil. Quand on voit qu'après, ils ne se marieront pas, ils ne créeront pas de famille, c'est aussi un deuil. En fait, chaque étape de la vie que normalement passe un enfant ordinaire, que nos enfants ne passeront pas, ou en tout cas plus difficilement, ou pas de la même manière, pas de la même façon, est un deuil, évidemment. Mais à côté de ça, il y a plein de bonheur. Et ce film a montré ça. Et donc, moi, j'ai trouvé ça bien que ce soit pris sous cet angle-là, en fait. Voilà. Parce que du coup, je pense que ça attire plus quelqu'un qui n'est pas touché par le handicap, et plus attiré par un film comme ça avec un peu de joie, que par un truc où on chiale pendant 2 heures et puis à la fin on se dit je veux... je crois que ce soit lourd. Moi je trouve que c'est important d'en rire. C'est hyper important. C'est très bien depuis des années. Ces sketchs sont géniaux. Mais pour revenir à ce que tu disais, le deuil, c'est le deuil de l'enfant normal en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment j'aurais pas un enfant normal et finalement c'est un deuil et il y a toutes les étapes du deuil qu'on traverse, donc ça c'est assez rigolo parce que moi quand je me suis rendu compte que j'étais en deuil, je me suis dit mais il y a personne qui est mort, qu'est-ce que je fous encore, n'importe quoi. Et non, il y a un vrai travail de deuil de l'enfant normal et en fait on se rend compte que c'est possible d'être heureux avec un enfant. C'est ça et il apporte du bonheur. C'est pas malgré lui. C'est pas vrai. T'as vu, on arrive à sourire malgré tout ça. Ça nous met dans des situations incroyables, hyper cocasses. Elle est très drôle. Voilà, donc c'est. Ils sont très câlins, très tactiles. Et puis il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de filtre. Ça, c'est un côté très, mais c'est un côté archi touchant, quoi. C'est on est vite au courant. Non, c'est super ça. Mais il y avait aussi le film, alors je ne sais plus c'est quoi le nom, avec Omar Sy à une époque. Intouchable. Qui avait aussi bien sensibilisé, bien marché, puis qui avait ce côté plaidoyer très très positif. Sauf que c'était un milliardaire qui est handicapé, donc c'est un peu moins... il le charriait violemment quand même. Oui, ça va. Mais il était handicapé moteur, en plus. C'est vrai que c'est un handicap aussi, évidemment. Mais le retard mental, c'est encore un autre monde. Oui, parce qu'il y a le jugement des autres, en fait. Ouais. Il y a le regard des autres qui est encore plus fort, peut-être. Oui, l'intelligence, c'est la première qualité chez une personne, en fait. C'est ce qui le met le plus en valeur.
Et donc nous, les gens pensent que oui, tu vois, les personnes qui sont pas intelligentes, comment ils sont fiers de dire il parle. À 2 mois il parlait, on est bien content. À 3 mois on l'a forcé à marcher, il marche. C'est génial. Voilà, bon bah bravo. Et puis avoir un retard mental, avoir des déficits cognitifs, c'est pas ne pas être intelligent, c'est avoir un handicap. Et ça c'est dur à comprendre. Hein. Moi des fois même je dis je suis pas trop sûr de le comprendre, mais enfin voilà, faut le comprendre ça. Non, mais c'est des intelligences différentes. Tu avais le film avec Tom Cruise, ça c'est super vieux. Je crois que c'est Rayman. On a vraiment fait le gars sur l'Asperger. Mais ça m'arrive de traîner le soir très tard à la télé, de voir des rediffs. Quand tu fais tomber les Mikado, il dit il y en a 580, comment ça? Oui, mais là, il était autiste Asperger. Ils ont une intelligence. Là, pour le coup, ils ont une intelligence. Et puis là, ils te le présentaient plutôt comme un génie, un surdoué qui comptait les cure-dents et qui te faisait des calculs que... Mais en fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas une intelligence comme la nôtre, mais ils ont du coup une telle sensibilité qu'ils ont une autre intelligence qui passe par le regard émotionnel. Ils arrivent à ressentir si on est bien, pas bien, triste. Voilà, c'est vrai. Tu leur fais pas dans les... Tu n'arrives pas à les endormir. Soit t'es OK, sinon ils voient tout de suite. Ouais, je suis d'accord. Il y a un côté, comme il n'y a pas de filtre, c'est direct. Oui, donc c'est une intelligence qui est tout aussi... importante et riche. Non, mais c'est vrai parce que maintenant on mesure, il n'y a plus que le quotient intellectuel, maintenant il y a aussi le quotient émotionnel. Quelque chose qui est nouveau et que maintenant. Tu sens qu'il y a une émotivité très, très forte en tout cas. Mais c'est une autre définition. Je suis pas sûr qu'il y ait c'est une autre dimension, je pense. C'est une autre dimension. T'es juste dans un autre cadre, quoi. T'es juste dans un autre espace-temps. C'est tout. C'est pas exactement pareil que le tien, quoi. Et ils vivent dedans, quoi. Alors on a conclu nos 3 sujets. Parfait. Trop bien. Nickel. En tout cas, merci d'être venu. Avant de conclure, Riyad, tu nous fais le petit update sur Poto, où on en est? Où on en est, là on est dans les derniers préparatifs avant le lancement. Avant la fin de l'année, on va essayer de lancer ça très très grand et très très fort. Pour honorer toutes ces belles associations qui ont fait aussi le jeu de la transparence et qui ont fait avant tout le jeu de l'humanité. Qui aide, et ça c'est super agréable. En tout cas, vous nous faites vachement bien. Vous nous faites vachement bien. D'entendre ça, ça fait du bien. Voilà. Il n'y a pas que du capitalisme, il y a aussi un peu d'humanité, il faut s'y remettre. Il faudra l'argent, on l'a dit, il faut des fonds. Il n'y a pas de problème, mais voilà, c'est ça. Mais ça fait du bien un peu tout ça, et puis surtout, en fait, ça donne plein d'espoir, votre témoignage. Moi, je suis hyper touché à chaque fois, parce que je me dis, en fait, c'est pas du tout triste. Tout à l'heure, je disais, c'est lourd le sujet, quoi. En fait, et à la fin, c'est ça que j'aime bien. Et à la fin, on se dit, non, en fait, c'est pas du tout triste. Et donc, effectivement, ça nous ouvre un petit peu plus les volets. Donc ça me fait très plaisir. Je suis ravi de vous mettre en valeur et c'est ce qu'on va faire tous là. Merci beaucoup. Voilà, on va tous vous mettre en valeur. On va tous faire pour que vous ayez un maximum de fonds et que vous puissiez développer plein de projets, des soutiens psychologiques, j'ai entendu aussi. Il va falloir qu'on essaie de trouver ça et qu'on finance des heures. Effectivement, ça ferait du bien d'être écouté. Ouais, ça serait top. On va essayer de trouver des partenaires qu'on va pouvoir financer en Poto et qui vont pouvoir apporter tout simplement du support. Redonner le sourire à toutes les familles. Que ça redonne un peu. Non, mais juste lui dire, allez, t'es obligé, tu passes par là et après tu viens c'est des professionnels, ils sauront faire. Ça me fait penser à ça, en tout cas, ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Donc on va essayer